Alors bonjour, je suis vraiment très contente de vous accueillir aujourd'hui pour cet événement qui s'inscrit dans le cadre du lancement du concours du court, qui est intitulé du concours du court-métrage, qui est intitulé Par-delà nos différences. Alors le déroulement de la soirée, donc le déroulement de cette fin d'après-midi, ceci va se passer comme ça. Donc je vais parler pendant 2-3 minutes, pas plus longtemps. Ensuite, je passerai la parole à Karine Carvalho, qui est la responsable de notre bureau de l'égalité des chances, et elle vous donnera un éclairage sur la diversité à l'Université de Lausanne. Karine passera ensuite la parole à Cédric Focking-Schneider, qui est du service de communication de l'UNIL, Unicom, et lui vous présentera le concours du court-métrage qui a été lancé donc lundi. Et c'est le service, en fait, c'est Cédric et ce service qui est à l'origine de cette idée, de ce concours. Et puis ensuite, nous passerons à la table ronde qui s'intitule « Fictionnaliser le réel entre réalité et représentation des vécus minorisés ». Alors cette table ronde sera modérée par Vjosa Gervala, que je remercie. Vjosa est directrice d'Albinfo.ch, productrice des émissions Diversité sur la télé. Et puis, je vais lui laisser le soin de présenter nos invités tout à l'heure. Invités que je remercie d'avoir accepté de participer à cette discussion. Il va donc être question aujourd'hui de diversité et de vivre ensemble. À l'UNIL, nous sommes absolument convaincus que la diversité est une source d'excellence scientifique et aussi une source de richesse dans les échanges interpersonnels. Donc la direction à laquelle j'appartiens s'est engagée dans son plan d'intention à accueillir cette diversité et à fournir à chacune et à chacun les moyens et un environnement propre à développer un projet d'études ou propre à développer un projet professionnel. Alors, dans ce but, nous avons déjà pris et nous continuons à réfléchir à des mesures concrètes. Et j'en dirai pas plus puisque c'est Karine Carvalho tout à l'heure qui va vous en parler dans quelques instants. Alors, pourquoi cette table ronde ? Dans le cadre du concours du court-métrage qui a été lancé lundi, nous avons invité les membres de la communauté UNIL qui sont tentés par le projet à filmer ce qui nous réunit au-delà de nos différences, par-delà nos différences. Et donc, ça veut dire observer nos campus, pas seulement le campus de Dorigny, mais tous les campus UNIL, observer les campus de l'UNIL avec un œil diversité et inclusion, accueil de la diversité. Or, les études le montrent, nous avons toutes et tous des biais, et puis même avec la meilleure volonté, nous véhiculons toutes et tous des clichés lorsqu'il s'agit d'imaginer un vécu qui n'est pas le nôtre. Pour s'en convaincre, il suffit de regarder, par exemple, la représentation des femmes à l'écran ou encore la représentation des groupes minorisés au cinéma, dans les séries TV ou dans les médias. Mais malheureusement, ça se vérifie aussi dans les politiques publiques où parfois l'adoption de mesures concrètes ne correspond pas en tout point aux besoins réels du terrain. Par exemple, quand il s'agit de fournir un accès à une salle, quand il s'agit d'aménager des enseignements ou des examens, ou quand il s'agit d'approches pédagogiques. Donc, en tant que vice-rectrice de l'UNIL en charge des affaires d'égalité, de diversité et d'inclusion, cet écart, ce fossé qu'il existe entre la théorie, la bonne volonté et la pratique me tient particulièrement à cœur parce que nous tenons à pouvoir offrir des conditions et à développer des mesures qui soient vraiment soutenantes et donc en adéquation avec les besoins. Alors pour nous aider à résoudre cette équation, nous avons invité, et donc déconstruire ces clichés, nous avons invité ce soir chercheuses et chercheurs spécialisés dans la représentation des vécus minorisés au cinéma ou dans les médias, mais nous avons aussi invité des expertes et des experts issus du terrain. Et ce que j'espère dans le cadre de cette table ronde, c'est que la conjugaison de leur discours et de vos interventions, de vos préoccupations en tant que public, nous permettent un dialogue constructif pour que nous puissions vraiment apporter des améliorations concrètes au quotidien de chacune et de chacun, et puis ainsi donner tout son sens à l'accueil de la diversité et au vivre ensemble par-delà nos différences. Je vous remercie, puis j'ai oublié de préciser que cet événement est filmé. Merci bien.
Je passe la parole à Karine. Alors bonjour à toutes et à tous. Alors merci à Liliane, merci à vous pour votre présence. J'ai la tâche aujourd'hui de faire un survol de la question de la diversité et comment on l'appréhende ici à l'Université de Lausanne, en tout cas pour le service du bureau de l'égalité et pour le dicaster. Alors, diversité, c'est un grand mot. On peut mettre beaucoup de choses dedans. Des fois, on n'est pas très sûr de quoi on parle. On a toutes et tous des images un peu, cette diversité rayonnante, de personnes différentes qui vivent ensemble, il n'y a pas de problème d'un côté. Ou alors, de l'autre côté, une image assez négative de discrimination, des mal vécus, des personnes exclues, etc. Il y a certainement un entre-deux qui est aussi vrai, mais pour moi, il s'agit surtout de parler d'action, de parler de ce qu'on peut faire, des enjeux, des choses qu'on aimerait changer et puis comment on veut y arriver. Alors, la question de l'égalité, diversité et inclusion à l'UNIL, c'est bien sûr la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes. C'est une mission historique qui nous a été accordée déjà au tout début des années 2000 par les lois fédérales et cantonales. Donc, les bureaux de l'égalité, c'est un peu constitué autour de cette mission-là. Mais aujourd'hui, elle est plus large, cette mission. Elle est aussi de reconnaissance de la diversité, développer une culture inclusive et prévenir toutes sortes de discriminations. Notre arsenal pour le faire est bien sûr notre plan d'intention de la direction de l'université qui a mis un chapitre spécifique à la question de l'égalité, de la diversité et de l'inclusion, mais aussi sur le plan opérationnel, le plan d'action de l'UNIL pour l'égalité, la diversité et l'inclusion. C'est peut-être un peu petit pour vous, mais nous avons 4 priorités dans ce plan d'action. Agir contre les discriminations et le harcèlement. Vous avez vu cette semaine toute la campagne de lancement du dispositif de prévention et d'action contre le harcèlement et les discriminations à l'université avec ces magnifiques parapluies multicouleurs qui sont installés dans plusieurs bâtiments de l'université, mais derrière cette jolie image, il y a aussi beaucoup de travail, tout un dispositif et des personnes qui travaillent ensemble pour prévenir et agir dans les situations de discrimination. Il y a promouvoir l'égalité, la diversité et l'inclusion, que ce soit dans la communication, par exemple par la communication inclusive, mais que ce soit aussi dans les études et l'enseignement. La semaine passée, c'était la semaine d'action contre le racisme et nous avons beaucoup parlé de décoloniser les études. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment on peut y arriver? C'est aussi promouvoir l'égalité, la diversité et l'inclusion dans la recherche, autant par les personnes qui font la recherche, qui sont nos chercheuses et les chercheurs, mais aussi valoriser les recherches qui sont faites ailleurs que dans le monde européen. Ensuite, c'est favoriser l'égalité dans les carrières et les études. Donc là, on parle des conditions de travail, fournir des conditions de travail qui permettent l'inclusion et l'égalité, mais aussi la conciliation entre les sphères de vie privées et professionnelles. Et ensuite, ancrer l'égalité, la diversité et l'inclusion dans le pilotage de l'institution, avoir des statistiques, avoir des plans et des indicateurs qu'on puisse suivre. Et c'est là-dedans, par exemple, que nous avons intégré l'enquête climat de travail et études, une enquête bisannuelle qui va mesurer justement les vécus des personnes à l'université à l'égard des discriminations. Je vais faire un peu un survol très rapide et rassurez-vous, vous serez frustrés parce qu'on ne peut pas faire un très long et puis surtout, j'ai très envie d'entendre les intervenantes et intervenants de la table ronde, mais quelques enjeux liés aux thématiques principales avec lesquelles on travaille. Égalité entre les femmes et les hommes, il y a bien sûr la question de promouvoir les femmes dans les postes de professeurs à l'UNIL. Ça, c'est quelque chose qu'on travaille depuis très très longtemps et ça continue à être une action forte. Encourager les carrières féminines qui sont aujourd'hui fortement encore surreprésentées dans les échelons supérieurs de la hiérarchie académique et aussi dans la hiérarchie administrative. Inscrire les enjeux d'égalité dans la gouvernance, on a déjà parlé, promouvoir des conditions de travail qui favorisent l'égalité. Et puis là, on parle bien sûr d'orientation professionnelle, de socialisation genrée, on parle de plafond de verre, de ségrégation verticale, c'est-à-dire plus on monte de la hiérarchie, moins il y a des femmes. On parle aussi d'égalité salariale, de mesurer, d'analyser chaque année l'égalité salariale et comme nous sommes, comme l'université, comme employeur à cet égard-là.
la conciliation des sphères de vie avec bien sûr notre politique d'accueil de la petite enfance, nos centres de vie infantile sur le campus, et puis la prévention des violences sexistes et de harcèlement sexuel. Par rapport à l'orientation affective et sexuelle, et aussi l'identité des genres, nous pouvons mentionner, visibiliser les enjeux propres aux personnes LGBTIQ+, ici à l'Université de Lausanne, privilégier une communication inclusive, promouvoir des conditions de travail et d'études qui favorisent l'inclusion des toutes et tous. C'est vrai que, par exemple, nous allons inaugurer tout bientôt les premières toilettes inclusives. C'est pas les premières en fait, mais toute une aile avec des toilettes inclusives dans le bâtiment Amphipôle. Et puis créer des safe spaces, des espaces où les personnes peuvent venir en discuter. Et là, on parle bien sûr de prévention de l'homophobie, de la transphobie, prévention de l'outing, la question des familles homoparentales, ce qu'on dit aussi famille arc-en-ciel, comment ces familles peuvent aussi concilier, est-ce qu'elles ont accès aux mêmes offres et prestations de conciliation que les familles hétéroparentales. Et puis les questions de reconnaissance de l'identité des genres avec notre directive sur la reconnaissance où les personnes peuvent demander le changement de prénom et de genre dans les documents usuels de l'université. Par rapport aux discriminations raciales, il y a bien sûr visibiliser cette diversité parce que internationalisation ne veut pas forcément dire inclusion. Donc il y a visibiliser la diversité, mais aussi prévenir les discriminations. Décoloniser les recherches, comme je disais, et favoriser l'intégration, notamment de personnes qui ont un parcours migratoire. Donc là, on parle de la prévention du racisme, la xénophobie, bien entendu. Et ensuite, la question de l'inclusion des personnes en situation de handicap, et notamment les personnes avec des troubles ou difficultés d'apprentissage, qui sont aussi un grand défi dans un lieu de formation comme nous. Donc, bien sûr, toujours favoriser l'inclusion de ces personnes dans le travail et les études. Aujourd'hui, on peut identifier quelques lacunes des offres et de notre université comme lieu ouvert, c'est-à-dire on a beaucoup parlé d'accessibilité au niveau des bâtiments, on parle aujourd'hui beaucoup d'ajustement au niveau des enseignements, au niveau des examens, mais de la question de la gestion du personnel. Est-ce que les personnels en situation de handicap se sont réellement inclus à la même chance que les autres? Ça, c'est des chantiers que nous devons effectivement mieux intégrer. Et puis là, je voulais mettre en exergue le projet Solidaire, qui est une association de l'université, une association d'étudiantes et étudiants qui œuvre justement, qui vient de se créer pour renforcer la question de l'inclusion des personnes en situation de handicap. Et voilà, c'est le bureau de l'égalité. Vous pouvez découvrir plein de ressources sur notre site internet. On pourrait en discuter beaucoup sur ces choses, aller beaucoup plus dans le détail, mais je voulais surtout laisser la parole aux personnes de la table ronde. Mais avant, nous avons la présentation de Cédric sur le film Concours des cours. Bonjour à toutes et à tous. Normalement, on devrait avoir quelque chose qui s'affiche, mais si ce n'est pas le cas, si, voilà, un petit délai. Je suis très content d'être là pour vous parler d'un projet qui nous tient particulièrement à cœur à Unicom. C'est un projet du court-métrage ouvert à toute la communauté. Alors peut-être d'abord quelques mots sur l'origine et le pourquoi de ce concours. C'est un mécanisme qu'on a déjà utilisé quelques fois par le passé. Pour être précis, en 2010 et 2015, on a fait 4 concours différents sur différentes thématiques. Des concours qui étaient ouverts à l'université, à sa communauté, ou parfois on en a fait un aussi ouvert à l'ensemble de l'Ouest lausannois pour réfléchir en fait avec les habitants des communes avoisinantes à ce qu'était cet Ouest lausannois, ce qu'il représentait, puisque c'est quand même un paysage qui est en forte transformation. Donc, on s'est dit qu'on aimerait bien relancer cette année un concours du court-métrage sur cette thématique de l'égalité, de la diversité et de l'inclusion.
Pour nous, c'était intéressant parce que ça nous permet de parler, d'élargir un petit peu la question à l'ensemble de la communauté universitaire. On parle souvent de communauté universitaire. On sait bien que est-ce que ça existe, est-ce que ça n'existe pas, c'est un autre débat, mais on ne peut pas qualifier comme ça facilement ce qu'est une communauté universitaire. Et on voulait justement interroger les membres de la communauté sur ce qu'est ce vivre ensemble, comment est-ce qu'ils le vivent, comment est-ce qu'ils vivent cette communauté universitaire, d'où cette question qui est posée, qui est au centre de ce concours. Donc, par-delà nos différences, c'est quoi la communauté universitaire pour toi ? Donc, il s'agit vraiment de nous interroger entre nous sur cette diversité qui fait la communauté universitaire. Le concours est ouvert jusqu'à fin avril, c'est-à-dire il est ouvert à toute la communauté universitaire. Il dure un mois jusqu'au 27 avril. On encourage toutes les participations de tous les membres de la communauté universitaire, enseignants, personnel administratif et technique, et naturellement également les étudiants. Une cérémonie de remise des prix sera organisée lors du Dies Academicus du 2 juin, pendant laquelle on va donc pouvoir remettre les prix aux lauréats des 4 thématiques qu'on a définies. Donc il y a un jury qui a été constitué naturellement, qui va pouvoir statuer sur les différents films. Donc un prix du jury, un prix des associations, ça nous paraissait extrêmement important de pouvoir travailler avec les associations également sur cette question-là. Un prix spécial égalité, diversité, inclusion, et un prix du public pour ouvrir encore plus la participation de l'ensemble de la communauté pour qu'ils puissent voter pour leur film préféré. Voilà. Donc, on est très content, on va voir ce que ça donne. La participation est naturellement ouverte à toutes et à tous. Donc, on va voir ce que ça donne à la fin du mois. En tout cas, on se réjouit de voir les différents films qui peuvent arriver. À gagner, pour la petite histoire, 200 francs sur la Campus Card, un abonnement annuel au Théâtre de la Grange et puis 20 entrées à la Cinémathèque suisse pour y aller avec ses amis pour une soirée cinéma. Et ce qui me reste à dire, c'est que donc, toutes ces informations-là, vous pouvez les retrouver sur le site internet du concours, qui est le filmdepoche.ch, site sur lequel également vous retrouverez la vidéo des discussions de ce jour. C'est aussi pour ça qu'on voulait garder une trace en fait de cette table ronde pour pouvoir alimenter le site avec un peu de contenu intéressant sur cette question justement de la fictionnalisation des vécus des minorités. Voilà. Je passe la parole maintenant à la table ronde. Bonjour et bienvenue à vous. Nous allons commencer donc cette table ronde avec un sujet qui me tient particulièrement à cœur, qui est comment vit-on, perçoit-on la diversité, qu'est-ce que ça engendre comme défi, comme enjeu, et puis en quoi est-elle positive et quand est-ce qu'elle n'est pas tellement positive pour tous. Aujourd'hui, ce débat se développe dans les lieux de l'université, un lieu qui est connu pour nous donner le savoir, nous donner envie de découvrir et aussi donner l'occasion à chacun de nous épanouir. Sauf que ces objectifs sont souvent réussis seulement si cette expérience estudiantine ou cette expérimentation estudiantine se passe bien. Et puis, comme vous le savez, cette expérience est totalement liée à différents facteurs, notamment notre origine, notre couleur de peau, notre genre, notre religion, notre orientation sexuelle aussi, et aussi notre handicap. Si cette expérience est si importante pour chacun de nous, c'est qu'elle nous annonce aussi la place que la société va nous donner dans le futur. Donc aujourd'hui, je suis particulièrement contente de pouvoir déjà animer cette table ronde pour non pas seulement parler de richesse de la diversité, parce que je crois que la richesse, nous savons qu'elle a lieu, et moi je le célèbre à chaque fois à travers mes émissions, mais cette diversité suppose aussi pas mal de défis et d'enjeux, et aujourd'hui nous allons surtout donner place à cette partie-là.
qu'est-ce que ça veut dire vivre la diversité au quotidien. Et je pourrais presque déjà m'arrêter là et faire une photographie de ma table ronde. Cette photographie à elle seule raconte que la diversité n'est pas une, mais elle est plurielle, et puis que chacune de ces diversités-là suppose des défis et des enjeux différents. Je n'ai jamais eu autant de personnes autour de ma table, 7 personnes, défi du jour, leur donner autant la parole à chacun pendant 1h30. Déjà, il va falloir parler d'égalité et d'équité, et j'espère relever le défi à ce niveau-là. Pour que nous puissions faire cette table ronde de la manière la plus harmonieuse possible, je dois aussi parler de notre traductrice en langue des signes. Pour moi, c'est aussi une première. Je vais m'efforcer de ne pas parler trop vite, mais surtout, nous allons tous nous efforcer à ne pas parler tous ensemble. On a déjà pris nos mesures. Vous n'avez pas tous un micro dans la main, c'est déjà bien. Mais quand même, ça peut arriver que nous ayons envie de parler tous ensemble. Ça veut dire aussi que nous attendrons que chacun termine sa parole avant de commencer la suite. Et je pense qu'avec tout ça, nous allons pouvoir débuter cette jolie table ronde. Une table ronde qui est donc avec des profils très différents des uns et des autres. Je vais essayer de les présenter très rapidement pour que nous puissions très vite entamer la discussion qui, je suis, vous intéresse beaucoup aussi. Je vais commencer par Amawanta, qui est juste ici à ma droite, j'allais dire à ma gauche, ça va bien. Amawanta est secrétaire générale de la Fédération des associations d'étudiants, FAE, de l'Université de Lausanne. Elle est chargée de représenter les étudiants dans toutes les commissions et de défendre leurs droits et intérêts. Aujourd'hui, nous l'avons surtout convoquée pour nous raconter sa propre histoire, mais aussi son travail dans le cadre de cette association. Amawanta est suisse, mais elle a aussi une autre racine qui est libérienne. Donc, merci d'être là, Anna. Juste à côté, pas très loin, parce que nous allons commencer par ceux qui vont nous raconter leur histoire, nous avons aussi Alias Poma, qui est coprésident de l'association LGBTIQ+. Et surtout, il a insisté lorsque nous avons discuté que j'explique qu'il milite pour l'inclusion des personnes, j'allais le dire transgenres et non-binaires, et il m'a très vite corrigé, les personnes queer, parce que ça, évidemment, ça englobe bien plus que ça. Alias Poma est très actif, prend très à cœur ces sujets. Lui-même a un parcours particulier qu'il va nous raconter sur son parcours universitaire, mais il va surtout nous expliquer quel est son travail dans son statut de coprésident dans l'association. Et puis juste ici à ma gauche, j'ose pas trop tourner la tête, j'ai oublié de dire, j'ai un peu un torticolis et j'ai pas beaucoup de chance, tout mon public est à ma gauche, donc je vais essayer de tourner comme ça. Sébastien Kessler, association IDGO, bureau d'études en accessibilité université. En tout cas, nous allons surtout discuter des questions d'accessibilité et nous allons aussi parler avec Monsieur Kessler de qu'est-ce que ça veut dire d'être à l'université avec 2 roues, mais pas seulement. Tout au fond, juste là-bas à ma droite, il y a... je cherche ma fiche, Noa El Sadawi, assistante documentaire UNIL, médiatrice culturelle en LSF. Mais aujourd'hui, nous espérons surtout qu'elle va nous raconter son histoire à l'université, comment se passe sa vie au quotidien en tant que sourde lorsqu'on a envie, on est ambitieux et qu'on a envie de terminer ses études comme tout le monde. Et puis juste ici, à mon côté droit, toujours, Tarek Patouari, étudiant de master en droit en profession judiciaire à l'UNIL. Tarek est ici parce qu'il va nous raconter aussi comment lui, il est sensible à ces causes et comment est-ce qu'il essaye de défendre les droits de toutes les personnes dites vulnérables et celles qui n'ont pas peut-être accès à l'égalité lorsqu'il s'agit de faire des études aussi paisiblement que possible à l'UNIL. Reste la dernière partie de présentation. Jusqu'ici, nous avons eu beaucoup de personnes qui vont nous parler de leur expérience, de leur histoire, de leur vécu, mais il nous faut aussi des analystes et ceux qui les pensent, toutes ces thématiques-là.
Et juste au fond, j'ai Madame Mireille Berton, qui est maître d'enseignement et de recherche à la section d'histoire et esthétique du cinéma, des lettres à l'UNIL. Nous allons surtout parler des représentations dans les films de fiction. Comment est-ce que la diversité est-elle traitée? Et nous allons peut-être faire un zoom sur comment est-ce qu'on met en scène l'image de l'étudiant ou l'étudiante type. Et juste à côté, Monsieur Sébastien Chauvin, professeur associé à l'Institut des sciences sociales, au Centre en études genre et à la plateforme de recherche en études genre SSP à l'UNIL. Nous allons aussi discuter de la place des étudiants à l'université et de l'identité, qui détient en fait le monopole les clés de la maison de l'université, qui doit y entrer ou pas, et quelle est cette relation. Donc voilà, c'était une longue présentation, mais ça vous donne déjà une idée comment cette conversation va se développer. J'aimerais commencer par Noah aujourd'hui, parce que je pense que c'est la première image dont on aura besoin de discuter. Noah, nous avons discuté sur votre parcours, votre trajectoire universitaire. Comment s'est-elle passée? Quels ont été les véritables défis pour vous? Donc, je travaille à l'université depuis 17 ans. Concernant mon parcours, en fait, j'ai toujours été la seule sourde en langue des signes. J'ai toujours étudié qu'avec des personnes entendantes. Et au début, c'est vrai que personne n'avait l'expérience de la langue des signes, donc je communiquais essentiellement par écrit. Ça a été un grand défi, notamment pour être incluse également à l'université. Parce que c'est vrai qu'il faut savoir aussi que la majorité des personnes sourdes n'ont pas accès non plus aux études. Et la langue des signes, donc c'est une langue et c'est rarement notre langue maternelle. Voilà. Et donc, pour nous, l'accès au français est encore plus difficile parce qu'on n'y a pas accès oralement et c'est un grand travail pour acquérir également le français. Donc, c'est encore plus difficile de faire de hautes études. Notre cerveau fonctionne surtout avec une mémoire visuelle, des choses imagées. Et c'est vrai que pour moi, il y a eu un grand changement, une grande évolution. Si je regarde mon parcours entre le début et les différentes rencontres que j'ai faites lors de mon parcours, il y a des personnes qui ont peur d'accueillir une personne sourde, qui sont assez anxieuses à savoir comment est-ce que ça peut bien se passer. Les barrières de langue, notamment de communication, ça fait assez peur. Donc moi, je rassure très souvent en disant que je vais m'adapter, nous allons nous adapter, trouver des solutions et petit à petit, les choses se font. Alors, ça me demande énormément d'énergie au départ, notamment pour écrire, pour rassurer, pour trouver ma place et puis donner un peu des fois du vocabulaire de base en langue des signes, notamment aux camarades de classe ou aux autres étudiants. Bonjour, ça va, etc. Donc c'est un effort au début. Après, c'est vrai que moi je mime, comme je suis visuelle, je vais dire voilà, on marche, voilà, on trouve toujours des petites choses pour faire en sorte que ça se passe bien. Et puis petit à petit, le contact se fait, les gens apprennent à me connaître. Et moi, j'apprends à connaître avec qui je peux plus ou moins communiquer. Par rapport au quotidien, c'est vrai que moi, pour mon besoin j'ai besoin de communiquer au-delà d'une superficialité. Et donc ça, je le retrouve à côté, grâce à la langue des signes, dans ma communauté et à travers la médiation que je fais aussi en langue des signes. Et je passe volontiers d'un monde à l'autre. J'ai besoin d'être avec les sourds aussi, même si mon vécu, il est dans la société entendante aussi. Concernant mes études, ça a été, je dirais, un grand combat, en fait, une lutte, tout d'abord par rapport à l'accès au français, à l'accès à la langue.
l'accès via les interprètes aussi en langue des signes. La situation était aussi différente. Autrefois, la communauté sourde avait dû beaucoup se battre pour l'inclusion, être à égalité pour l'accès aux études et à l'éducation. Et c'est vrai que très peu de sourds, mais vraiment très, très peu. Il y en a un sur je ne sais combien de milliers qui accèdent à des études universitaires, voilà, de personnes sourdes. Donc, il peut y avoir aussi des malentendants, ça c'est qui ont été, qui sont plutôt oralistes et qui ont été en intégration. Ça c'est encore autre chose. Mais des personnes donc sourdes, profondes, en langue des signes, il y en a très très peu. Donc c'est vraiment, ça demande beaucoup d'engagement. Ça ne va pas de soi. Il faut s'organiser pour trouver des interprètes. Il faut travailler sur le lexique. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le lexique n'est pas encore n'a pas encore tous les termes qui peuvent être donnés lors de tout ce qu'on apprend à l'école. Par exemple, en philosophie, il nous manque encore des signes en langue des signes, des choses qui n'ont jamais été dites, jamais été traduites, et donc il faut trouver le vocabulaire adéquat, il faut faire des recherches, trouver des codes. Ce que j'ai fait durant mes études d'assistante documentaire, pendant 3 ans, j'ai eu la chance d'avoir des interprètes pour l'entier de ma formation. Et j'étais donc moitié en études et moitié en apprentissage. Voilà. Donc j'ai pu réussir mon diplôme. Et puis, ce diplôme en poche, donc j'étais déjà professionnelle, j'avais de quoi travailler. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je ne peux pas avoir des interprètes au quotidien parce que l'AI les limite. Voilà, parce que ça coûte trop cher. Donc moi, je dois choisir ce que je dois faire. Donc ça a été aussi de grandes discussions pour trouver un accord avec l'école aussi au préalable, et en se disant, alors moi, je ferai pas l'école pendant 1 année, mais j'aurai besoin de 2 ans. Et peut-être que je ferai 6 cours cette année et j'en ferai 6 autres l'année d'après parce que j'ai droit à un nombre limité d'interprètes par année. Voilà. Donc, il faut toujours trouver des compromis. Mais voilà, j'ai pu le faire. J'ai travaillé à l'université. Donc, j'ai été engagée à l'université. Et j'ai eu envie, après quelques années, de faire un CAS en médiation culturelle à la Haute École sociale de Lausanne. J'ai commencé mes études, j'avais trouvé des interprètes et l'AI a refusé de financer les interprètes en langue des signes parce que ça coûtait trop cher et parce qu'en fait, ils m'ont dit « Ah mais non, vous avez déjà un métier, donc vous ne pouvez travailler que dans ce métier. Et là, c'est un autre métier que vous engagez, c'est pas possible. » Alors que c'était mon droit, alors que les personnes entendantes, elles peuvent s'inscrire à n'importe quelle autre formation si elles le souhaitent. Moi, je connais beaucoup de gens qui ont plusieurs formations et pour nous, c'est pas possible. Donc, j'ai eu énormément de chance, vraiment, et je remercie énormément en fait les interprètes qui, à l'époque, en fait, ce sont 18 interprètes qui se sont mobilisés gratuitement, bénévolement, pour intervenir durant toute ma formation. Et il est arrivé que pour certains cours, je n'avais pas d'interprète. Et donc, je me mettais au fond pour ces quelques heures avec une personne qui, à côté, prenait des notes et je suivais comme ça. Mais ça me faisait un double travail parce qu'après, le soir, moi, je dois tout reprendre, voir si j'avais bien compris, reprendre les termes, etc. Donc, c'est tout remettre en contexte sans ma langue, sans la langue visuelle qui est la langue des signes, et pouvoir traduire tout ça en images pour ma compréhension, c'était vraiment un très très grand travail. Mais j'ai pu réussir cette formation. Et pour moi, c'était important d'encourager
à mon tour les personnes sourdes à faire de hautes études et à me battre pour qu'il y ait une offre d'accessibilité, de choses adaptées à la population sourde, parce qu'il faut savoir que les personnes sourdes vivent beaucoup de frustration. Voilà. Merci beaucoup pour ce témoignage. Cela montre, je me souviens aussi lors de notre échange, je vais attendre. Je me souviens de votre échange lorsque je vous ai parlé de difficultés. Les premières choses que vous m'avez dit, ce n'était pas tant l'accueil, ni des professeurs, ni des étudiants, qui sont généralement bienveillants, mais c'est la question de l'aménagement, des difficultés financières et toute la panoplie administrative qui vous incombe de faire pour avoir un mini-droit, celui d'avoir un traducteur. Peut-être nous aurons aussi l'occasion de parler pour faire la différence entre les sourds et les malentendants qui n'ont pas les mêmes défis, vous l'aviez dit aussi, surtout concernant le fait que vous n'êtes pas très familier à la lecture, ce qui fait que votre accessibilité à l'enseignement est doublement difficile par rapport aux malentendants, c'est bien ça ? Oui, parce que les personnes qui sont malentendantes, alors je ne vais pas faire des généralités parce que les situations sont très variables. On ne peut pas dire sourd, c'est comme ça, et malentendant, c'est ainsi. Donc une personne qui est malentendante, certaines sont nées malentendantes, d'autres sont devenues sourdes sur le tard. Les personnes qui sont devenues sourdes, elles ont déjà fait l'acquisition de l'audition, donc elles ont certaines difficultés. Mais une personne qui est née malentendante va avoir, elle, une situation encore différente. Et après, les différences vont venir du mode de communication qui ont été choisis durant leur éducation, que ce soit le LPC, l'oral ou la langue des signes. Donc chacun va essayer d'avoir accès à la compréhension à sa manière et grâce à son mode de communication. Donc certaines personnes malentendantes qui ont eu une certaine récupération ont eu accès au français de par leur audition. Moi, c'est quelque chose que je n'ai jamais eu, et il faut savoir que la grammaire du français et de la langue des signes sont complètement différentes, et du coup, moi, je dois vraiment faire la transition d'une grammaire à une autre pour ma compréhension. Merci beaucoup. J'aimerais me retourner vers Anna Banta par rapport à votre association dans un premier temps. Est-ce que vous avez été sollicité par des profils tels que Madame El Sadawi, des personnes qui ont du mal à suivre les cours, des personnes qui se sentent lésées parce qu'elles n'arrivent pas en fait à avoir l'aménagement nécessaire pour faire leurs études plus paisiblement? Alors, à la FAE, du coup, nous, on est vraiment un lieu d'accueil pour l'ensemble des étudiants et étudiantes de l'université. On a différents profils qui nous sollicitent. Mais c'est vrai que, en tout cas, moi, depuis que je suis à la FAE, j'ai jamais eu de personnes qui sont venues directement vers nous pour nous demander des aménagements particuliers. On a des personnes qui sont venues pour une situation où la personne n'avait pas réussi à respecter les délais pour avoir les aménagements, et du coup là on l'a dirigé vers notre service juridique. Donc on a un service juridique d'étudiants et d'étudiantes en droit qui offre une aide juridique notamment dans les démarches à l'université, mais aussi pour toute autre question juridique qui peuvent exister. Par contre, j'ai différentes demandes, que ce soit sur la question d'un changement de nom, que ce soit même pour un petit peu comprendre le fonctionnement de l'université. Voilà. L'aspect juridique, justement, je vais donner la parole à Monsieur Tarek Patouari. Justement, cette histoire de délai d'examen, d'aménagement pour les examens, c'est une thématique assez courante, je crois, pour les personnes qui seraient comme ce qu'on vient d'évoquer maintenant. Peut-être vous allez nous parler un peu d'un de vos cas que vous avez traité vous-même. Il faut que j'appuie sur... Non, il faut laisser comme ça. Ok. Oui, alors justement, le cas dont tu parlais, Anna, c'est un cas dont je me suis occupé. C'était une étudiante et elle avait raté le délai en fait pour demander les aménagements, et c'est quelque chose en réalité qui peut se produire assez fréquemment, parce que il faut savoir qu'en matière d'aménagement,
il faut un certificat médical quand on dépose l'aménagement, et ça peut être compliqué pour certains étudiants en fait d'arriver à fournir un certificat médical qui a en fait tout ce qui est demandé en fait, parce qu'il doit être vraiment très précis. Et donc en fait, si une faculté par exemple, elle a dans son règlement, elle laisse pas un délai assez long en réalité pour déposer un certificat médical, ça peut être problématique en fait pour les étudiants et les étudiantes. Vous évoquiez aussi le fait que différentes facultés avaient chacune ses réglementations et que ça, c'était déjà un problème en soi. Il n'y a pas une uniformité? Oui, c'était aussi quelque chose que j'avais remarqué en fait justement quand je me suis occupé de cette étudiante, c'est que elle était dans une faculté où le règlement, il laissait très peu de temps pour déposer sa demande d'aménagement. Et j'ai remarqué qu'il y avait des pratiques un peu différentes selon les facultés où on se trouvait. Il me semblait que, en tout cas, à la faculté de droit, ils étaient assez conciliants, assez ouverts, et c'était un peu plus simple. En réalité, j'ai l'impression pour les étudiants qui étaient en situation de handicap. Et dans d'autres facultés, ça pouvait être un peu plus difficile. Pouvez-vous nous raconter dans quel état était cette personne? Je pense qu'elle était un peu dépassée et fatiguée de toute cette partie administrative. Alors oui, c'est exactement ça. Et elle avait déjà dû faire en fait le recours elle toute seule à la base. Et quand on n'a pas de connaissances juridiques, faire un recours, c'est quelque chose qui peut être très très difficile. Et dans le cadre de mon travail de bachelor, je m'étais intéressé justement à cette question et j'étais arrivé à la conclusion qu'en fait, il y a un vrai droit à la compensation des avantages et les tribunaux, ils acceptent très bien ce droit. Mais le fait est que quand on est en situation de handicap, ça peut être très compliqué en réalité en plus, quand on est en formation, d'aller ouvrir une action, faire un recours, etc. Et c'est pour ça en fait que le travail au sein de l'UNI et les facultés est très important en fait pour donner toutes les chances à ces étudiantes et étudiantes pour que ce soit plus facile pour eux de déposer leurs aménagements. Cette question d'aménagement, c'est un thème qui est revenu dans tous mes échanges lorsqu'il s'agissait justement de discuter de comment vit-on au quotidien ces études à l'UNIL. J'aimerais m'adresser à vous, Monsieur Kessler. Comment ça se passe au quotidien, l'accessibilité à l'université de l'UNIL, déjà pour vous et aussi de manière générale? Alors moi j'ai un micro, donc je suis privilégié. C'est très bien. Je vais vous tenir la parole pendant 45 minutes. J'ai un bouton quelque part. On a tout prévu. Merci pour l'invitation. Je me réjouis de voir les films le 27 avril, date à laquelle est lancée l'initiative sur l'inclusion en Suisse. Donc c'est juste un hasard, mais vous êtes bien dans le calendrier. Donc on va parler d'inclusion pendant au moins les 18 mois de récolte de signatures, plus encore les quelques années avant de gagner, j'espère, l'initiative. Alors, juste pour corriger ma présentation, ce n'est pas une association, mais un bureau d'études que j'ai co-créé. Et c'est presque un acte militant d'avoir aussi mis la question de l'accessibilité dans le domaine finalement de l'expertise monnayable à un moment donné, et pas de continuer à garder la question de l'accessibilité et du handicap, dans ce cas-là, comme quelque chose du bien portant qui est charité charitable et doit peut-être ou veut faire quelque chose de bien. Donc voilà, il y avait juste un tournant là et je me permettais de vous corriger par rapport à ma présentation. Merci pour la précision, c'est enregistré, ça tombe bien. Voilà, par rapport à l'accessibilité de l'UNIL, alors moi je suis un vieux étudiant qui est passé par l'école spécialisée, par l'Université de Lausanne, par l'EPFL et l'Université de Montréal. Donc j'ai eu la chance un peu de voir différents environnements. Il y a beaucoup de différences à l'UNIL, je pense, et à l'EPFL qui est à quelques mètres d'ici, mais on ne va pas polémiquer avec nos amis, mais c'est intéressant de voir qu'il y a des dynamiques qui se mettent plus ou moins en place rapidement. Il y a des modes aussi, et je crois savoir qu'il s'est fait beaucoup de choses à l'université. Je ne suis plus ici hébergé comme étudiant ou comme formateur, donc je pourrais difficilement parler de ce qui est fait aujourd'hui, mais je crois savoir qu'il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place. Ça passe aussi par les toilettes. Hein. Moi, on a à un moment donné conseillé l'Université de Lausanne pour mon bureau. Je crois que les toilettes sont ici parmi les plus accessibles que je connaisse dans le canton de Vaud.
avec une bonne pratique qui consiste à avoir un bouton électrique, un poussoir pour permettre d'ouvrir la porte. Et ça a l'air de rien, mais ce n'est pas dans les normes. Et l'université, à l'époque, avait été au-delà des normes. Et c'est quand même très agréable de ne pas rester coincé dans les toilettes parce qu'on n'arrive pas à ouvrir la porte. Est-ce qu'on peut parler quand même un peu de progrès ou pas du tout? Vous avez vous-même évoqué votre trajectoire dans les différentes universités. Est-ce qu'on a un petit peu fait des progrès et où est-ce que le bas blesse principalement? Alors, oui, il y a certainement un progrès. Il y a comme ça des vagues, des modes parfois, j'insiste un peu sur ce terme, des choses qui sont un peu plus in que d'autres. Et puis la question du handicap, on s'identifie relativement rarement. En tout cas, je n'ai pas encore vu quelqu'un qui me disait c'est sexy d'être identifié à une personne handicapée. Peut-être c'est le cas pour d'autres minorités. On pourra ouvrir la discussion si on veut à l'apéro. Mais il y a quand même quelque chose qui est de l'ordre de la barrière. Et le handicap nous rappelle aussi une difficulté à laquelle on va être confronté si on a la chance de vieillir. On sait, même si on n'a pas envie de le savoir, qu'on va tous se retrouver malvoyants, malentendants, et qu'on va perdre nos facultés, qu'on risque de se retrouver, alors de nouveau pas sur 2 roues, mais à 4 roues comme je le suis. C'est un peu ce qui nous pend au nez dans nos sociétés hyper hospitalisées, enfin hyper technicisées au niveau du système de santé. Il y a un progrès, bien sûr, mais comme ça a été relevé tout à l'heure, par exemple, je trouve que l'université, ça ne s'arrête pas à la fin des études du bachelor ou du master. Il y a tout ce qui vient après, le doctorat, les études, la formation continue. On a évoqué tout à l'heure le problème de l'acceptation par l'AI de formation continue. Aujourd'hui, j'ai envie de dire, vous n'êtes pas grand-chose si vous avez juste votre master. Si vous avez encore 40, 45 ans de travail pour cotiser à votre deuxième pilier ou troisième pilier, deuxième pilier qui est aussi discriminant par rapport aux hommes, femmes. Voilà, ça, c'est un autre débat d'une autre diversité. Merci beaucoup pour cet échange. J'aimerais, avant de pouvoir débattre tous ensemble, m'adresser à Elias Poma, qui lui aussi milite depuis plusieurs années pour aussi faire valoir une différence qui aussi a ses propres défis. Comment ça se passe déjà dans votre association? Vous m'aviez parlé de votre propre trajectoire qui n'est peut-être pas forcément... Elle n'illustre pas tout à fait les problèmes des autres personnes. Vous disiez que vous étiez privilégié vous-même. Pourquoi? Et en quoi voyez-vous la différence pour les autres? Alors, peut-être je commence à parler des plans queer, qui est l'association LGBTIQ+. Vous pouvez approcher le micro, voilà. Désolé. LGBTIQ+, de l'UNIL et de l'EPFL. Du coup, l'association s'occupe de créer des espaces de rencontres d'un côté, et de l'autre aussi de créer des milités, s'il y a des problématiques au sein des institutions, s'il y a des demandes de faire avancer. Donc, c'est côté accueil et un côté militant. Alors, moi, personnellement, je suis arrivé à l'université que je ne connaissais pas encore mon identité. Et d'une certaine manière, l'université, ça m'a donné un lieu pour pouvoir faire mon parcours personnel, parce que j'ai trouvé une association que maintenant j'ai fait la coprésidence, qui m'a donné la possibilité d'échanger avec des personnes qui avaient déjà des vécus et des parcours. Alors, moi, pour précision, je suis transgenre et non-binaire. Et mon parcours a commencé il y a 2 ans. Et j'ai pu embrasser mon identité sans problème, dans le sens où je me suis retrouvé dans une classe qui m'a accueilli, même quand ce n'était pas simple de pouvoir changer de prénom à l'état civil. À l'UNIL, c'était déjà possible. J'ai pu utiliser un prénom d'usage pour 2 années, je pense, avant de passer au changement aux états civils. Et ça n'a pas posé de problèmes. Et dans ce sens, je suis privilégié parce que c'est bien passé dans les milieux des études, mais aussi chez mes parents. Et pourtant, ça, c'est l'exception, ce n'est pas la règle. Souvent, on a des personnes qui ont été rejetées par la famille. Ça peut causer des problèmes d'accessibilité aux études, parce que si on n'a pas de soutien financier par les parents, ça devient compliqué de poursuivre des études. Ça, c'est quelque chose qui se passe très souvent, la moitié des cas. Et en plus, souvent, on cache l'identité face aux camarades. Et c'est quelque chose qui se passe à nouveau très souvent.
Les personnes transgenres préfèrent ne pas sauter. Les personnes homosexuelles, rarement on les voit même à l'université qui peuvent s'échanger en bassier dans les espaces publics, alors que c'est assez souvent, disons, courant pour les couples qui ne sont pas homosexuels. Et du coup, il y a encore ce côté de se cacher, même si on commence à avoir des espaces et une reconnaissance, même sociale, de tout ce qui sont les identités queer. Vos propres combats à vous dans cette association, vous disiez qu'il y avait des défis tout à fait particuliers, notamment la possibilité de faire valoir votre nom, changer votre nom, mais aussi quelque chose de très facile, de très pratique en fait, les toilettes. Qu'est-ce qui se passe avec les toilettes? Pourquoi il y a un problème? Vous pouvez aller, moi je vais faire un peu l'avocat du diable, vous pouvez aller chez les garçons et chez les filles finalement. Oui, alors du coup aujourd'hui pour information, je ne vais pas voir pour éviter les toilettes parce que je suis hyper mal à l'aise. Alors en étant, je ne peux pas accéder, je ne me sens pas légitimé d'accéder aux toilettes des femmes parce que désormais avec ces voix-là, je vois la peur dans les visages des femmes au moment où j'accède aux toilettes des femmes. Dans les toilettes des hommes, je ne me sens pas du tout à l'aise non plus. Là, ça peut être, je pense, pour une question de... Je ne me sens peut-être pas exactement un homme, pas... Et ça me donne beaucoup de soucis. Et du coup, en général, j'ai commencé à éviter complètement les toilettes. Et c'est pour cette raison, en général, qu'on a un combat sur une demande de mise en place des toilettes non genrées. Alors, on n'est pas dans la situation où on demande toutes les toilettes tout d'un coup, parce qu'on comprend que c'est un grand changement aussi de mentalité. Et ça peut prendre du temps. On a fait un sondage il y a quelques temps pour demander aux personnes qu'est-ce qu'elles en pensaient. Et souvent, les femmes ne seraient pas à l'aise de pouvoir partager un espace avec les hommes. Ça, c'est quelque chose qui ressort beaucoup, des personnes qui ne veulent pas avoir des toilettes non genrées. Alors, beaucoup de projets essayent justement de dépasser ce sentiment d'insécurité en créant des espaces très larges, où c'est des cabinets individuels, comme le projet qui va avoir justement à l'Amphipole, qui va être bientôt rendu accessible sur les campus. Mais alors, ce n'est pas suffisant au moment parce que c'est d'un seul endroit sur les campus. Une personne qui est de l'autre côté aurait des difficultés entre les cours d'aller dans des toilettes. Et du coup, ce qu'on demande en ce moment, c'est de mettre en place des solutions temporaires. D'une partie des toilettes, de les rendre, tout simplement de changer les signes et de les rendre non genrées. Même si on sait qu'il faudrait les aménager d'une certaine manière pour qu'elles soient vraiment sûres et qu'elles donnent un sentiment de sécurité. Est-ce que vous avez l'impression que votre revendication est comprise? Elle est certainement entendue, mais est-ce qu'on la comprend? Est-ce que ça a fait son chemin? Ça fait quand même un moment qu'on parle de ces thématiques, mais est-ce qu'à l'université, il y a cette ouverture d'esprit? Je crois que vous évoquiez le fait qu'il y avait là encore des différences entre les facultés. Oui, alors... de manière générale, il faut souvent expliquer les pourquoi. Souvent, il faut expliquer les pourquoi. Beaucoup de personnes n'arrivent pas justement à comprendre ce sentiment de malaise qui peut se produire chez des personnes trans. Et banalement, souvent, je pense qu'on avait eu une discussion avec aussi la FAE, il nous a fallu expliquer pourquoi les personnes trans ressentent ces sentiments d'insécurité pour que cette demande prenne un peu en légitimité. Pas dans le sens que on n'était pas légitimé, mais souvent, si on n'est pas dans la situation, on n'arrive pas à comprendre pourquoi c'est un enjeu réel pour les personnes. Donc souvent, il faut l'expliquer. À part ça, quand on avait fait ce sondage, il y avait la plupart des personnes qui étaient tout à fait à l'aise et OK avec l'idée de changer de système et avoir que des toilettes non genrées. Donc il y a quand même un changement d'esprit, surtout chez les générations plus jeunes. C'est souvent donc c'est cette question de représentation finalement que tous les intervenants viennent d'évoquer jusqu'à maintenant. Nous allons attendre que voilà cette question de représentativité. Et d'ailleurs, j'aimerais donner la parole, si vous voulez bien passer votre micro à Madame Noël Sadawi. Est-ce que les personnes ah non mais elle n'a pas besoin de micro, vous voyez. Autant pour moi. Petit gag pendant cette On a aussi le droit de rire sur ce thème. Il faut qu'on ait l'air très sérieux à chaque étape.
Donc, je suis désolée. Voilà, j'aimerais juste parler de cette histoire de représentation. J'ai l'impression qu'il y a certains handicaps qui souffrent moins de la peur des autres, du regard des autres. Est-ce que les sourds et les malentendants font peur? Juste en quelques mots. Alors c'est variable, ça tout dépend vraiment de la personne. Il me semble que ça s'améliore grâce à l'information, à la diffusion de plus en plus présente de la langue des signes, aux différentes lois qui ont été instaurées sur les droits des personnes handicapées, les cafés des signes, qui sont beaucoup plus présents. Donc par rapport à il y a 30 ans, c'est complètement différent. Merci. Peut-être, Anna Bontage, j'aimerais quand même que nous parlions d'une autre forme de diversité, finalement. Cette question de représentativité, la représentation des personnes sourdes, malentendantes, les personnes LGBTI+, etc. On n'en parle pas beaucoup. On parle beaucoup des personnes de couleur lorsqu'il s'agit de discrimination, de racisme, des personnes étrangères à intégrer. Vous-même, vous me disiez que même si on en parle beaucoup, à l'université, ça continue à rester un problème parce que vous ne vous sentez pas représenté. Alors, je pense que la première chose pour moi, c'est que j'ai jamais eu de prof de couleur. Je sais pas combien il y en a à l'université de Lausanne. Moi, j'ai fait mes études à l'université de Fribourg et à l'université de Genève. Et maintenant, je travaille ici. Mais je sais que dans mon parcours, j'ai vu peu de personnes comme moi dans énormément de lieux où je me trouve pour représenter les étudiants, pour parler avec la direction, pour parler avec différents services de l'université. Je suis toujours, je peux le dire presque comme ça, je suis toujours la seule femme noire. Et je pense que dans l'ensemble de mon cursus, je ne sais pas combien d'auteurs noirs, d'auteurs africains, d'auteurs asiatiques j'ai pu lire, combien d'universités m'ont été présentées pour faire des échanges en dehors de l'Europe, en dehors des États-Unis ou de l'Amérique du Nord. Donc je pense que effectivement, en tant que femme afro-descendante, je me suis pas forcément sentie entourée de personnes qui étaient comme moi tout au long de mon parcours universitaire. Monsieur Chauvin, alors, il y a des minorités. Qui est la majorité? Pourquoi il y a cet attachement? Qui détient la majorité? Et pourquoi toutes ces personnes se sentent minoritaires par rapport à cette majorité que moi-même je ne connais pas? Vous me disiez lors de nos échanges que l'université ne devrait appartenir à personne, mais on a l'impression qu'elle appartient à une certaine majorité quand même. Oui, c'est vrai que c'est souvent plus facile de parler de discrimination que de parler de privilège. Et ça, c'est toujours un paradoxe parce que beaucoup de gens acceptent qu'il y a des discriminations. Et puis, tu sais, quand on commence à parler de privilège, il y a une sorte de blocage, alors qu'il s'agit exactement de la même notion. Hein. Il n'y a pas de discrimination sans privilège. Les discriminations des uns et des unes sont les privilèges des autres, et vice-versa. Et donc, s'il y a de la marginalisation, c'est aussi qu'il y a un privilège de la centralité. Et c'est vrai que quand on parle de bien-être au travail, on parle de conditions des gens qui sont là. Déjà poser cette question-là, c'est peut-être ne pas immédiatement poser la question des gens qui sont pas là. Donc qui déjà n'a pas accès, que ce soit en tant qu'étudiant, étudiante, que ça soit en tant qu'enseignant ou enseignante. Et ça, c'est une vraie question à poser, qui est peut-être encore pas assez posée dans le plan EDI. Alors, je sais pas si c'est la mission, mais en tout cas, je pense que ça mérite de la poser parce qu'on n'aura pas les réponses dans l'enquête bien-être au travail qui concerne les gens qui sont là, tout simplement. Et puis, une autre préoccupation aussi, je pense, c'est, alors moi je suis dans un centre en études genre où on travaille beaucoup autour de la notion d'intersectionnalité, et ça permet de réfléchir peut-être autrement aux dynamiques d'inclusion.
en prenant l'ensemble de la personne en compte. Je pense à un exemple qui est issu de mon université précédente, qui était à l'université d'Amsterdam, où il y avait aussi des politiques d'égalité et d'inclusion qui se mettaient en place, et où on s'est rendu compte que, effectivement, on va dire la diversification très très relative du corps enseignant en termes ethno-raciaux, eh bien, qui était effectivement un corps enseignant très majoritairement blanc, qui parfois était un petit peu international, mais qui pour l'essentiel était blanc. Et donc, cette diversification, elle était passée par le recrutement d'universitaires internationales qui venaient des classes supérieures de leurs pays respectifs et qui produisaient une forme, effectivement, sur le plan purement, on va dire, chromatique et ethno-racial, une forme de diversification, mais qui laissait complètement de côté l'accession à l'université en tant qu'étudiant et étudiante, et puis aussi en tant qu'enseignant, on va dire des minorités indigènes, en l'occurrence des Pays-Bas, c'est-à-dire minorités turques, surinamiennes, antillaises et marocaines. Et donc, par exemple, là, l'attention à toutes ces dimensions dans les politiques de diversité, elle permettait de critiquer, en tout cas d'avoir un regard critique sur des politiques de diversification par le haut qui passaient par des formes d'internationalisation relativement élitaires et qui contournaient la question des minorités indigènes et de la discrimination intersectée entre classe et race qui bloquait leur accès à ces positions. Madame Berton, cette histoire de représentation finalement de la diversité, que ce soit comme Anna Bantal l'a évoqué au niveau des professeurs, ni de l'ambiance avec les autres étudiants, est-ce que cette image de l'étudiant, elle est des privilégiés aussi? Est-ce qu'on la retrouve aussi dans le milieu cinématographique? Qu'est-ce qu'elle nous raconte sur les universités? Quel est le modèle, l'idéal type? Alors, de manière générale, je dirais le monde universitaire, enfin le monde étudiant, et quand je dis monde étudiant, c'est à la fois comme on dit chez nous, le secondaire 2, le lycée ou le gymnase et l'université, sont vraiment dominés par des stéréotypes. Je pense notamment au campus film ou aux teen movies, qui est un genre qui s'est développé au cinéma, qui se développe au cinéma depuis des décennies. Les campus américains, notamment, sont vraiment dominés par des jeunes issus de milieux assez aisés et qui correspondent à la norme blanche, bourgeoise et hétérosexuelle. Et ces blancs-là, enfin ces personnages dominants sont relativement intolérants vis-à-vis de toute personne qui sorte de la norme. Mais je constate quand même depuis quelque temps que les choses commencent à changer, puisque des séries télévisées et des films forment des castings de plus en plus diversifiés. Donc, bon, la norme du casting racialement mixte existe depuis très très longtemps, mais là encore une fois, il faut nuancer. Mixité ne veut pas dire forcément égalité. Mixité raciale, par exemple, ne veut pas dire forcément égalité, puisque au sein de ces castings, les personnages racisés servent souvent à valoriser les blancs dans leur propension à avoir des amitiés interraciales, par exemple. Donc là, il faut toujours nuancer à ce niveau-là. Mais je dirais quand même qu'il y a des efforts qui ont été réalisés, peut-être aussi grâce aux plateformes, puisque les plateformes demandent beaucoup de séries et de films. Il y a une demande très très forte, et ce qui veut dire aussi que le public est prêt à voir d'autres types de destins et d'autres types de personnages. Alors, il y a des efforts qui ont été faits. Je pense à des séries comme Dear White People, qui traite du racisme systémique dans les séries, sur les campus américains. On peut penser aussi à Glee, qui est une série, une comédie musicale, à Euphoria, à des séries comme aussi Sex Education, où, disons, on y voit de plus en plus de personnages queer,
pour reprendre le terme qui a été utilisé tout à l'heure. On y voit notamment un personnage qui apparaît très souvent, l'adolescent ou le jeune afrodescendant gay, par exemple. Donc là, on arrive à croiser de variables. On peut encore faire mieux, je pense, au niveau de l'intersectionnalité, parce qu'il faudrait arriver à croiser différents types de discrimination pour justement représenter la situation des étudiants les plus précaires. Oui. Mais j'ai l'impression qu'il y a certaines minorités qui sont plus présentées que d'autres. Vous l'évoquiez juste auparavant, M. Kessler, qu'il y avait des minorités qui étaient un peu plus à la mode que d'autres. Est-ce que ça veut dire quelles sont celles qui sont plus à la traîne ou qui ont plus mauvaise presse? Bon, si on parle de personnes en situation de handicap, on parle de 20-25% de la population suisse. C'est les statistiques officielles. Est-ce qu'on peut parler de minorité avec ces chiffres-là? Ça commence à être une grande minorité. Je connais peu de minorités qui soient plus grandes. Voilà. Vous êtes la plus grande minorité. Ça reste en tout cas une des minorités les plus importantes. Mais ce n'est pas un sujet qui est très politisé. C'est un sujet qui existe depuis très longtemps. C'est un sujet où on voit qu'il y a de plus en plus de besoins. Et puis, ce n'est pas un sujet qui importe, je pense, suffisamment, notamment les politiques. Maintenant, on parle de plus en plus d'inclusion. Je ne suis pas sûr que les gens comprennent ou savent ou ont la même définition de ce que c'est que l'inclusion. Je trouve intéressant les discussions sur les toilettes, je l'ai mentionné. Moi, je me retiens aussi souvent je ne bois pas parce que je ne sais pas si les toilettes vont être accessibles. Bienvenue dans mes toilettes. Et en même temps, je me suis fait avoir de temps en temps parce que je me suis dit, mais ce piéton, il sort des toilettes pour personnes à mobilité réduite, qu'est-ce qu'il fait là, quoi? Avec une espèce de rage de devoir attendre devant la porte pour qu'il sorte. Et puis en fait, je suis moi-même pris dans des représentations. Il avait peut-être besoin de mes toilettes. Je fais exprès de dire mes toilettes, parce que c'est pas mes toilettes. C'est des toilettes que l'université me prête, qui sont plus ou moins bien adaptées, qui sont plus ou moins inclusives, et qui, bienvenue dans mes toilettes, je veux dire, la porte est ouverte, et puis en plus elle est électrique. Il y a plein de besoins et de gens qui peuvent utiliser les espaces. Et quand on parle de handicap, pour moi, il y a beaucoup plus que 25% de personnes qui sont justement discriminées et qui sont face à des barrières, que ce soit dans l'apprentissage ou dans autre chose. Je dis encore ça avant de vous rendre le micro que je garde. Il faut aussi tourner le paradigme et puis se dire que plus on change nos pratiques pour soi-disant devenir inclusif, pour une catégorie de personnes, plus on s'ouvre à vraiment une grande diversité de personnes, bien au-delà de ce monde-là, par exemple du handicap. Vous parliez tout à l'heure, vous me demandiez comment est-ce que ça a évolué l'accessibilité. Je voulais dire que l'apprentissage, les modes d'enseignement qui sont fondamentaux à l'université, je trouve qu'il manque beaucoup de créativité. Puis je pense que de se questionner sur est-ce que je fais bien de faire un PowerPoint ou je fais un résumé de ce que je veux dire par écrit super minuscule que je passe en vitesse, est-ce que c'est vraiment la meilleure manière d'apprendre? Est-ce que si je fais de l'inclusion, en faisant des PowerPoint beaucoup plus synthétiques, en mettant des références ceci ou cela, facilement traduisibles dans un langage ou dans un autre, est-ce que ce n'est pas finalement une meilleure manière d'apprendre pour tout le monde, qu'on soit sourd, migrant, malvoyant ou autre? Donc si on fait bien avec une minorité, on fait bien avec toutes les personnes, puisque vous êtes un peu plus exigeant que nous, c'est ça? Parfois, il y a des petits opposés, des petits besoins qui s'opposent. Ça demandera de la créativité, mais juste prendre conscience que si on parle vraiment de construire des prestations, des bâtiments, des transports, des services qui sont dès le départ inclusifs, ça veut dire intégrer les besoins de tout le monde dès le départ. Et très souvent, il y a beaucoup plus de personnes que ces personnes-là qui vont en bénéficier. Madame Berton et Monsieur Chauvin aussi, est-ce que ce qui vient d'être dit, est-ce que ça rend plus compliqué la vie d'un professeur de devoir tenir compte de toutes les diversités, ou est-ce que finalement, avec un peu de travail, ça va rendre plus facile votre possibilité de rentrer en contact avec vos étudiants?
Les deux, vous pouvez intervenir à tour de rôle. Je peux commencer peut-être. Oui, volontiers. Surtout, en tant qu'enseignant, on manque d'informations. En fait, on aurait besoin d'en savoir davantage pour pouvoir inclure les étudiants et pouvoir s'adresser à eux en répondant à leurs besoins spécifiques. Il me semble, par exemple, aux États-Unis, il y a des centres qui servent d'interface entre les étudiants et les enseignants. Voilà, une fois que l'étudiant s'inscrit, on lui attribue un référent qui va lui écrire une lettre. Cette lettre sera transmise au prof, si je me trompe pas, et ensuite le prof peut aménager en fait ses enseignements en fonction. Ça, c'est quelque chose qui serait, par exemple, tout à fait utile. Quand on a discuté pour préparer la table ronde, vous me disiez qu'effectivement se posait la question de la confidentialité ou de l'anonymat des étudiants qui pourraient être gênés en fait de s'adresser aux enseignants parce qu'ils n'ont pas envie d'attirer l'attention en fait des enseignants sur eux. Mais le problème est qu'on a besoin de savoir s'il y a des personnes concernées dans nos cours pour qu'on puisse en fait s'adapter. En tout cas, moi je le ferais volontiers, mais jusqu'à maintenant, j'ai eu un seul cas de figure d'une étudiante qui m'a demandé 2-3 petites choses concernant les PowerPoint. Donc on est avide, je dirais, d'informations et vraiment on a envie de modifier nos pratiques, je dirais. Oui, alors, moi j'ai la chance d'enseigner, d'avoir des enseignements dans lesquels la question en études genre, notamment dans laquelle la question de la diversité, des discriminations est au cœur du contenu. Et donc, alors souvent il y a des groupes très divers et diverses d'étudiants et d'étudiantes. Après, un enjeu ou une difficulté, c'est à la fois de mettre en valeur cette diversité et de pas transformer les personnes en porte-parole ou en représentants ou en représentantes, parce que tout le monde ne veut pas être réduit ou réduite à un groupe d'appartenance en particulier. Donc, comment encourager la parole, y compris à la première personne, sans imposer des formes de représentation non consentie, en fait. Voilà. Donc, on a un exercice, nous, qu'on fait parfois, c'est un exercice d'auto-ethnographie, sur la base complètement du volontariat, où on a fait ça plusieurs fois dans le cours qu'on donne avec Annelise Erisman, où les personnes reviennent sur leur propre trajectoire biographique, y compris à l'intérieur du monde académique, sous l'angle de l'intersectionnalité. Voilà, un exercice comme ça auto-ethnographique qui viennent après présenter dans une sorte de panel réflexif et qui a en général beaucoup de succès. Est-ce que la FAE, Anna pourrait imaginer finalement une collaboration un peu plus rapprochée avec les professeurs pour ramener toutes ces doléances et ces difficultés que les différents étudiants pourraient avoir? Est-ce que vous avez quelle est votre démarche? Est-ce que vous faites un recueil de toutes ces doléances ou est-ce qu'il y a une envie d'aider les professeurs à mieux comprendre cette diversité? Je pense qu'au niveau de la FAE, on a aussi besoin d'avoir plus d'étudiants et étudiantes qui viennent nous faire part de leurs difficultés. En général, comme j'ai dit, ça vient dès le moment où ils ont besoin d'une aide juridique, qu'ils apprennent qu'on offre cette aide juridique-là, ou alors qu'ils entendent qu'on est des étudiants et que du coup, c'est peut-être plus facile de venir vers nous que vers d'autres services de l'université. Mais je pense aussi que il y a un certain manque d'informations aussi de notre part pour pouvoir relayer ça plus tard. Et donc, c'est vrai que des fois, on essaye de le faire au travers des délégués qu'on a des différentes facultés qui nous ramènent certaines choses qu'ils entendent ou comme ça. Mais c'est vrai qu'on serait aussi avide d'avoir plus d'informations. Est-ce que ça veut dire que ces minorités elles-mêmes décident de s'auto-exclure quelque part de la discussion et du débat, en imaginant, comme M. Chauvin disait, que les privilégiés ont leurs privilèges et puis voilà, nous on doit faire avec? Est-ce qu'il y a quelque chose de cet ordre d'idée-là? Vous-même vous disiez il n'y a pas de professeur de couleur, mais qu'est-ce que vous faites de vous quand vous ressentez ça? Je pense qu'il y a beaucoup le phénomène de personnes qui vont... Merci d'attendre, merci beaucoup. Il y a le phénomène
de vouloir se retrouver avec des personnes qui nous ressemblent. Et souvent, il y a des communautés. Il y a des communautés de personnes sourdes et malentendantes. Il y a des communautés de personnes à mobilité réduite. Et, il y a même l'association des étudiants afro-descendants. Il y a Plan Queer. Et du coup, c'est souvent plus cloisonné que ce qu'on aimerait, et du coup les personnes vont vraiment se diriger vers des associations ou des services qui les représentent particulièrement, et du coup des services un peu plus généraux comme la FAE ou comme d'autres services de l'université ont peut-être moins accès à ces histoires particulières. Vous aviez évoqué vous-même lors de nos échanges que quand vous n'étiez pas tout à fait d'accord avec ce qu'un professeur avait dit, peut-être sur votre pays d'origine, vous vous sentiez dépassé et pas tout à fait soutenu, vous sentiez vraiment une minorité de toutes les minorités, à tel point que vous préfériez ne rien dire et de faire avec. On compose avec ça plutôt que de se battre contre ça. Comment expliquez-vous ça ? Alors heureusement, ça m'est pas arrivé très souvent dans mon parcours universitaire d'avoir un peu l'impression que certaines, c'était surtout dans un cours en particulier où on a dû analyser des statistiques qui étaient, qui à mon sens étaient un peu déplacées, notamment sur certaines terminologies pour définir certaines parties d'une population qu'on devait étudier, et en étant il y avait une autre personne qui était métisse comme moi, et j'ai pu parler à cette personne en particulier qui m'a dit oui, moi aussi je me suis sentie un petit peu mal à l'aise par rapport aux termes qui avaient été utilisés pendant ce cours-là. Mais c'est vrai que pour en avoir discuté avec une autre personne avec qui je fréquentais le cours régulièrement, avec qui j'avais une très bonne relation, la personne s'était pas du tout rendu compte de ça. Donc de se retrouver dans un milieu où il y a personne qui vit la même chose que nous et qui ne ressent pas ce malaise. Et donc moi j'ai mon vécu, mais il y a toutes les personnes autour de cette table ronde ont le leur. Ça peut être quelque chose qui isole beaucoup et qui peut beaucoup faire baisser la confiance en soi et le sentiment de légitimité, que ce soit dans les études ou bien... Vous parliez de syndrome de l'imposteur aussi par moment. Oui, tout à fait. Ce sentiment que comme vous êtes seul, c'est que certainement vous n'êtes pas à la bonne place. Est-ce que, Monsieur Alias Pema, vous ressentez ça aussi à certains moments où vous vous sentez vraiment seul parmi, et puis où votre voix, peut-être, vous n'avez pas la possibilité de l'exprimer comme vous l'entendez, et que vous avez l'impression qu'on parle de vous sans qu'on essaie de vous comprendre? Ben oui, je pense déjà que c'est important justement de rebondir sur cette idée de on se regroupe. Juste le micro plus proche. Je vais m'habituer, désolé. Moi, j'approche du coup le mien, pardon. Oui. Et justement, il y a cette tendance à se réunir entre personnes similaires et laisser l'extérieur à l'extérieur, justement. Et c'est une façon de se défendre et de retrouver un peu un espace où on peut être tranquille et à l'aise. Parce que souvent, le fait de devoir expliquer tout le temps, c'est épuisant. Et c'est ça le problème principal, c'est que souvent, c'est peut-être des tellement petites choses que tu dis, bon, je peux passer une demi-heure à expliquer pourquoi ça ne va pas, ou je peux laisser tomber et passer à autre, parce que ça va m'épuiser de tout le temps expliquer pourquoi les commentaires, les mots utilisés, tout ça ne marche pas. Il y a des situations où ça s'est produit, effectivement, pour moi aussi, où effectivement j'ai plutôt préféré de laisser tomber parce que déjà, ça aurait été à l'égard d'un enseignant. Je me disais, bon, je veux quand même réussir mon cours. Ça, c'est quelque chose, les rapports de pouvoir qui peuvent aussi empêcher d'adresser des problématiques. Mais donc, on fait un calcul. Il vaut mieux réussir ses études que de dire ce qu'on pense. Parfois, c'est nécessaire. Enfin, c'est nécessaire. On peut discuter de ça, mais... c'est une stratégie parmi d'autres. C'était une stratégie. Et l'autre chose, c'était il faudrait que je passe une demi-heure à expliquer pourquoi ça ne va pas du tout. Parce que souvent, après, les personnes s'attendent aussi que tu lui expliques pourquoi ça ne va pas. Et ça, sur le long terme, c'est épuisant. Et du coup, sur des choses qui peut-être semblent petites, mais ne sont pas du tout, on décide de laisser tomber plutôt de se réunir entre personnes similaires pour laisser passer ça. Donc oui, c'est quelque chose qui s'est produit clairement.
Est-ce que, dernier témoignage, j'aimerais quand même entendre aussi Madame Noa Sadawi. Est-ce que vous aussi, vous avez l'impression que parfois, durant votre trajectoire estudiantine, vous vous êtes dit, je vais pas aller dire au prof, j'ai pas compris, son PowerPoint ne joue pas, il n'est pas accessible. Est-ce que vous-même, vous vous êtes mis à l'écart, bien que peut-être le professeur était de bonne volonté, mais est-ce que ça fatigue à la longue de toujours devoir aller dire qu'on est différent des autres? Oui, ça va dépendre du cours, du sujet. Donc parfois ça peut être le PowerPoint, mais parfois ça peut être des problématiques d'interprète où il faut adapter le rythme, où il faut s'adapter à moi, toujours donner des conseils, prévenir. Parfois on le fait à maintes reprises et c'est pas forcément toujours compris et finalement on laisse tomber et puis on se dit ben voilà, il faut que j'aille de l'avant. Et c'est des situations qui sont très stressantes et qui rajoutent effectivement du travail supplémentaire ou des inquiétudes supplémentaires. C'est vrai qu'il y a ce thème-là dans les hautes études, mais ça s'est aussi passé au gymnase ou dans les études primaires où parfois j'ai donné aussi des explications sur ma façon un petit peu différente de réfléchir, sur le fonctionnement un peu différent de mon cerveau, du fait de devoir passer d'une langue à une autre. J'ai donné ces explications à maintes et maintes reprises et puis finalement, avec ce professeur, à la fin de l'année, il avait enfin compris que mes problèmes de notes qui n'étaient pas d'un assez bon niveau venaient d'un problème de langue. Donc voilà, ça va dépendre aussi de la personne qu'on a en face de soi. Certains professeurs sont tout à fait compréhensifs dès le départ et s'adaptent, et d'autres ont de la peine aussi à accéder à cette compréhension. Et c'est vrai que quand il s'agissait de l'apprentissage du français, pour moi, c'était aussi un énorme travail parce qu'il fallait que je lise un texte, mais que je regarde aussi l'interprète pour lire les consignes. Finalement, j'étais plus dans le même rythme que les autres. Et puis, par exemple, tout ce qui s'agissait des prises de notes, c'est vrai que vous, quand vous êtes entendant, c'est facile. Vous pouvez écouter un cours et prendre des notes en même temps. Moi, je suis obligée de me focaliser visuellement sur l'interprète et quand je prends des notes pour pouvoir avoir une trace de mon cours, pour pouvoir aussi résumer, je perds la communication avec l'interprète. Donc ça fait qu'après, je n'ai plus ces traces à la maison. Donc ça me demande un effort de mémorisation qui est aussi supplémentaire. Donc je dois comprendre en langue des signes, faire le parallèle en français. Je n'ai pas forcément les prises de notes. Et parfois, le rythme peut aussi être très, très intense, le rythme de parole ou d'explication du professeur. Et moi, j'arrive pas à faire tout ça en même temps. Et ça me demandait, et ça me demande plus de travail, de reprendre mes cours à la maison pour pouvoir tout mettre au propre et puis bien assimiler certains concepts. Vous avez fini? Vous voulez ajouter quelque chose? Oui, juste une chose encore que je souhaitais ajouter. Tout à l'heure, dans les différents témoignages, on parle de l'enseignement, du PowerPoint. Une expérience que j'ai vécue où j'étais moi-même dans la position de donner un cours sur l'histoire des sourds à différents étudiants qui allaient devenir traducteurs en langue des signes. Et le professeur principal pour ce projet-là, donc ça se passait à l'université de Genève. Le but, donc, c'était, on en a discuté avec le professeur principal, on a parlé des différents sujets qui allaient être abordés, et moi, je lui ai dit que je voulais uniquement utiliser des images et des mots, et pas du tout faire de texte. Donc, le professeur principal était tout à fait OK avec ça, m'a laissé faire, et c'est vrai que pour les étudiants, c'était très perturbant parce que ma méthode était totalement différente. Ils avaient l'habitude de suivre un PowerPoint qui était déjà prêt à l'avance, avec tout qui était écrit, c'était très confortable. Et moi, dans ma présentation, j'avais uniquement des images et tout ce que les informations que je donnais, c'était en langue des signes. Donc, ça leur demandait de se mettre un petit peu à la place dans laquelle j'étais moi, de devoir comprendre, de devoir mémoriser sans avoir justement le PowerPoint et les notes qui étaient déjà fournies. Donc, ça leur a aussi permis de se mettre un petit peu à ma place. Et puis, le but, c'était qu'ils puissent avoir une référence visuelle en langue des signes et prendre un petit peu de recul face aux Français qu'ils avaient l'habitude d'avoir dans leur apprentissage.
Alors, j'ai plusieurs questions qui me viennent maintenant en tête. La première, avant de rebondir sur ce que vous avez dit, Monsieur Kessler, vous avez dit que les minorités de personnes en situation de handicap étaient à peu près 25%. On était presque là. Moi, je comprends pas pourquoi on ne les voit pas à l'université. Dans mon parcours universitaire, je n'ai jamais vu une personne en chaise roulante. Ça fait pas non plus 30 ans que j'ai fait mes études, donc c'est pas si loin. Et puis de malentendantes encore moins. J'en ai vu quelques-unes issues de la diversité, des albanophones, c'était très très exceptionnel. Madame Berton, vous me disiez avant, lors de nos échanges, que justement on en voit très peu, on en voit à peine un petit peu des Italiens, des Espagnols, mais des Portugais et des Portugais. Oui, très on peu. observe. Moi, ça fait 20 ans que j'enseigne et j'aime bien étudier le profil. Oui. En Suisse, il y a à peu près 25% de personnes issues de la diversité, 25% maintenant on me dit de la minorité. Ouais. Pourquoi c'est important qu'ils soient à l'université et qu'on les voit surtout? Qu'est-ce que ça veut dire pour un étudiant de voir d'autres semblables, comme par exemple Anna le disait pour son cas? Tout simplement pour faire de l'université un lieu justement de la diversité. Je pense qu'ils ont besoin aussi, les étudiants, de voir des professeurs qui proviennent de différentes minorités. Je pense que on a un rôle aussi en tant qu'enseignant à jouer un rôle de modèle. Donc il y a aussi quelque chose à faire à ce niveau-là. D'abord, je pense, parce que on peut aussi servir de foyer d'identification, comme on dit dans les études cinématographiques. Donc commencer déjà par engager davantage d'enseignants issus des minorités, aussi inviter davantage de conférenciers et de conférencières issus des minorités sur le modèle de propositions qui ont été faites par Amandine Gay. Peut-être que vous connaissez, c'est une militante française, réalisatrice, qui a réalisé ce film Ouvrir la voie. Et puis elle propose sur son blog, par exemple, un annuaire pour sortir de la recherche blanche et validiste. Je trouve qu'on pourrait s'en inspirer ici à l'Université de Lausanne. Déjà commencer par ce biais-là, et puis ensuite les étudiants suivront, j'espère en tout cas. Mais ça se situe, je pense, vraiment à tous les niveaux, aussi bien au niveau des étudiants qu'au niveau des enseignants. Cette diversité doit être visible et même très visible. Monsieur Chauvin, vous disiez aussi que, au départ, finalement, ce terme diversité posait problème, en tout cas pour vous. Vous aviez un peu un a priori sur ce thème, mais vous vous rendez compte à chaque fois qu'elle est très importante à être célébrée, notamment dans un milieu universitaire. Pourquoi est-ce que c'est aussi important ? C'est vrai, quand j'étais un petit peu plus jeune, le concept me posait problème parce qu'il me semblait qu'il cachait des notions de discrimination, de racisme ou d'oppression, et qu'il servait à donner à promouvoir un discours que certaines autrices appellent un discours du bonheur, discours positif, mais un discours un peu un discours d'institution positif. Et c'est vrai que on peut mystifier beaucoup de choses avec le terme de diversité. Et donc, j'insistais avec peut-être des militants sur le côté racisme, oppression, discrimination, et donc c'est peut-être un peu plus sur le négatif, ce qui est parfois difficile à adopter comme discours d'institution. Là, on voit par exemple sur le concours du cours, c'est vrai, on a noté que le concours du cours, c'est par-delà nos différences. C'est pas évident. C'est pas évident que pour lutter contre les discriminations, il faille parler par-delà nos différences. Pourquoi pas, par exemple, avec nos différences, ou éventuellement, pourquoi parler de différence et pas aussi de discrimination, d'inégalité. Mais en même temps, je ne sais pas si c'est le vieillissement, mais il m'a semblé que c'est pas que j'en suis revenu, parce que je pense que parfois la diversité et le thème de la diversité, il y a plein d'études critiques des politiques de diversité qui font cet argument, peut cacher ces processus de discrimination, peut servir d'écran. Mais en même temps, je pense qu'il y a une force dans l'idéal de diversité. Et parfois, je me rends compte qu'il y a des manières de justifier un peu la diversité ou la non-mixité, ou etc., qui réduisent en fait tout ça à la question de l'oppression et des discriminations, avec un petit peu l'idée
qui parfois me gêne, que s'il n'y avait pas de discrimination, s'il n'y avait pas d'oppression, on serait tous pareils. On serait toutes pareilles. Juste que vous parliez un tout petit peu plus lentement pour ma collègue. On vous a tous compris, mais quand même. C'est le passage par Paris. Voilà, quand on s'emballe dans la réflexion. Et donc voilà, peut-être, moi je pense que s'il n'y avait plus d'oppression et de discrimination, on ne serait pas tous et toutes pareils, et que la diversité en positif, c'est aussi la valorisation de ces différences, et parfois aussi de l'envie d'être entre soi, de parler à des gens qui nous comprennent, au-delà peut-être aussi du discours sur la discrimination, qui est très important, mais qui peut aussi être un écran ou une forme de justification pudique. Des Noirs ensemble peuvent être ensemble, pas seulement parce qu'ils sont discriminés, mais parce qu'ils ont envie. Et c'est pas pathologique de vouloir être ensemble. Voilà. Donc c'est aussi peut-être un impensé un peu de justification par la discrimination qui est complètement là de toute manière. Voilà. Une question pour tout le monde, tous ceux qui veulent réagir. Vous parlez de différence. Est-ce que finalement cette différence à l'université, on est forcément obligé de la comprendre? Est-ce qu'on ne doit pas juste apprendre à faire avec et puis faire en sorte que toutes les différences soient acceptées, que nous les comprenions ou pas, que nous les justifions ou pas? Est-ce que chaque fois il faut ce travail d'explication, d'information, comme si nous devions valider, nous devions être validés par le regard de l'autre? Qu'est-ce que ça vous dit? Par exemple, je suis sûre que Alias Pomas pourrait aussi réagir à cette question. Est-ce qu'on doit forcément toujours vous comprendre? Je suis sûre qu'il y a plein de cas où on vous comprend pas, mais c'est pas une nécessité. Il faut juste qu'on fasse en sorte que vous puissiez exister comme vous le souhaitez. Oui, dans un monde idéal, oui, ça serait suffisant. Mais malheureusement, souvent, pour pouvoir avoir des changements concrets, il faut les justifier dans le monde actuel. Et la compréhension simplifie aussi l'inclusion des personnes. Là, malheureusement, c'est le seul moyen souvent, de créer un lien de compréhension pour pouvoir avoir une inclusivité qui soit vraiment réelle. Et oui, je suis tout à fait d'accord, ça serait bien que ça ne serait pas nécessaire. En même temps, comprendre les différences, ça enrichit, je pense, au niveau de ce qui est la manière de se rapprocher au monde. Et du coup, je pense que ça pourrait seulement faire du bien à tout le monde. Aussi le fait de comprendre et pas seulement d'accepter. Parce qu'une vraie inclusivité est sous-jacente à une compréhension aussi de l'autre et de l'empathie. Et à partir du moment où il n'y aurait plus de possibilité de comprendre, est-ce que M. Tarek Patwari, c'est là où peut-être il est temps de faire valoir l'aspect juridique, le droit, nos droits? Je vous laisse prendre le micro. Est-ce que vous pouvez juste répéter votre... Si justement ça ne suffit pas de se faire comprendre par les autres et on ne gagne pas justement sa validité par le regard des autres, c'est là où on peut faire appel à la juridiction pour pouvoir faire valoir nos droits, comme c'était le cas de cette étudiante qui a eu du mal justement à faire respecter ses droits. Qu'est-ce que le droit peut nous aider en fait dans ces cas de figure, surtout quand on est un étudiant? Je pense que le droit, ça peut être... pour un étudiant, peut-être que le fait de savoir qu'il existe un droit, indépendamment du fait que, par exemple, un étudiant peut très bien avoir de très bonnes notes, même sans aménagement, mais peut-être que juste le fait de savoir qu'il y a un droit qui existe, peut-être que ça peut l'aider justement à se sentir un peu plus légitime quand il va demander, par exemple, un aménagement, parce que ça peut être difficile, je pense, pour un étudiant qui, comme ça, peut-être d'aller demander un aménagement, ou même typiquement, on parlait d'aller demander à un enseignant, par exemple, pour adapter un PowerPoint. Franchement, c'est pas quelque chose de facile parce qu'on se sent différent et on est là, mais en fait, je suis en train de peut-être de créer une charge supplémentaire de travail pour l'enseignant, mais peut-être le fait de savoir qu'il existe un véritable droit qui est ancré dans la Constitution. Peut-être que du coup, l'étudiant va se sentir un peu plus légitime, il va se dire, en fait, c'est un droit que j'ai, donc j'ai toutes les raisons d'aller demander l'aide dont j'ai besoin. Donc ça faciliterait surtout pour, par exemple, les handicaps invisibles. Vous parlez aussi de cas, de situations que vous avez connues, où des personnes avaient du mal à parler de leur handicap et qu'elles avaient l'impression d'être un fardeau pour les professeurs et pour les autres. Et donc, du coup, elles se taisent. Et dans ce cas-là, ça pourrait aider
de savoir que ça fait partie du règlement et puis qu'ils vont juste revendiquer, c'est bien ça? Oui, je pense que ça peut beaucoup aider. Et c'est vrai que la notion de handicap invisible, je pense que c'est une notion qui est très importante parce qu'en réalité, c'est vrai qu'il y a énormément d'handicaps qui sont invisibles. Je pense typiquement aux étudiants qui sont dyslexiques, par exemple. C'est un handicap qui est reconnu, en fait, le fait d'être dyslexique, par exemple. Et en fait, il peut, quand l'handicap est peut-être pas voyant, il est possible qu'il y ait peut-être l'étudiant se pose un peu des questions sur sa légitimité. Il est là, mais en fait, si pour les autres, j'ai l'air tout à fait, entre guillemets, normal, ben, du coup, il va peut-être avoir des difficultés à les demander des aménagements ou comme ça. Merci, je crois que l'heure avance. Merci d'avoir donné chacun votre propre expérience. Je crois que rien que ces témoignages, c'est un excellent terreau pour nourrir la réflexion par la suite. Mais un débat ne serait pas un débat si nous n'avons pas la chance d'avoir aussi les questions du public. Si ce n'est pour pointer des moments où on n'aurait peut-être pas été assez loin, nous apporter d'autres questions auxquelles j'aurais pas pensé, ou nous n'aurions pas pensé. Je pense que c'est l'heure des questions et vous êtes invités à y participer. Je vois qu'il n'y a pas de micro, donc je vais... Oui. Voilà, pour la question LGBT et oui. IQ+, oui. IQ+, désolé. Juste pour l'armée, on les inclut. Il y a des personnes qui sont qui sont LGBTQ+, à l'armée. Et pour les personnes en situation de handicap physique, j'ai dû me battre pendant 3 ans pour faire mon service militaire parce que c'est un droit. Je pense que c'est un droit de citoyen. Tout le monde peut faire un service. Ça peut être un service civil, un service militaire. Il faut que l'inclusion soit une normalité, en fait. C'est une normalité partout, dans les écoles, dans les universités, dans les entreprises, dans le monde du travail, dans la vie politique aussi, bien sûr. Ça doit être une normalité, je trouve. Et il faut qu'on se batte pour ça, franchement. Quelqu'un aimerait réagir à cette intervention? Il ne faut pas que ce soit une exception, mais la norme, vous devez faire partie de la norme. Je crois que c'est plus ou moins ce que tout le monde a essayé de dire, de par leur témoignage. Est-ce que vous aviez une question en particulier? Concernant pour les enseignants, est-ce que... désolé. Pour les personnes qui sont avec un handicap psychique, qui sont élèves à l'université ou dans une école obligatoire, est-ce que vous faites le langage simplifié? Est-ce que vous avez une formation ou non? Toujours cette question de l'accessibilité, en fait. Essayez d'appuyer. Je vais vous donner mon micro. Ah, ça a l'air... C'est bon, merci. Non, en tout cas pas à ma connaissance. Je sais que dans chaque décanat, il y a une personne référente auquel les étudiants peuvent s'adresser. Il y a quelques mesures qui sont prises par l'université, comme par exemple des micros, me semble-t-il, que le prof peut mettre pour permettre à des personnes malentendantes de suivre le cours. Mais je ne crois pas qu'il y a ce type de service qui est proposé. Et ce serait effectivement très, très bienvenu. Juste à écouter. C'est pas par rapport à l'enseignement, mais je viens là-dessus par rapport à la médiation. Pour le langage simplifié,
Donc, c'est le FALC, le langage facile à lire, lire et à écrire. Donc, je sais que c'est possible, en tout cas, c'est disponible. Et il existe des formations qui sont accessibles. J'espère que c'est un outil qui sera de plus en plus disponible aussi au sein des universités. Mais en tout cas, pour le culturel, c'est maintenant très répandu. Merci pour la question. Y a-t-il d'autres questions ou interventions, remarques là-bas au fond? Enfin, il y en a deux. Bonjour à tous. Déjà, merci beaucoup pour vos interventions. Avec ma collègue, on fait partie de l'association du projet solidaire. Et du coup, on venait assister à cette table ronde dans ce cadre-là. Et puis, on a parlé à plusieurs reprises des PowerPoint ou de la prise de notes pendant les cours. C'est vrai que nous, on est surtout là pour défendre les droits des personnes en situation de handicap, qu'ils soient visibles ou invisibles, mais aussi de la santé mentale. Et on a vu que depuis la fin du Covid, on a de moins en moins de cours qui sont donnés à distance. Et ça pose des problèmes pour beaucoup d'étudiants qui auraient des soucis d'anxiété sociale. Et on se demandait, du coup, les personnes... dans quel cadre est-ce que l'informatique aussi peut être un soutien pour ces différentes questions de handicap? Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose? Donc nous, dans notre association, on reçoit pas mal de témoignages. On a cette chance-là, des étudiants qui viennent directement vers nous parler de leurs difficultés. Donc c'est pas forcément que des handicaps visibles ou invisibles, mais aussi juste simplement des difficultés au quotidien. Et on a eu pas mal de témoignages justement concernant cette question de l'enseignement à distance et des personnes notamment qui avaient de l'agoraphobie, des problèmes d'anxiété, qui avaient même un problème pour se déplacer, prendre les transports publics, c'était difficile pour eux, ou même les examens. On a essayé concernant les aménagements, de leur conseiller d'avoir des certificats pour peut-être faire les examens dans des salles plus petites. Donc on essaye de les aider, mais c'est vrai que je pense que l'enseignement à distance est un axe assez important pour eux, parce que ça leur permettrait en fait tout simplement, il y a beaucoup d'étudiants justement qui réussissent leurs années. Enfin, j'avais une étudiante qui était en 3e année de bachelor, et elle m'a dit vraiment que c'était grâce à l'enseignement à distance si elle avait pu avancer dans son bachelor et réussir ses examens, et que s'ils disparaissaient, ces enseignements, elle n'était pas sûre de pouvoir continuer à étudier à l'université. Donc je pense que c'est un axe assez important. Vous voulez réagir? Merci pour cette précision. L'enseignement à distance peut s'avérer une solution pour certaines minorités, j'imagine, pas pour toutes. Oui, mais en tout cas, ce que vous dites corrobore l'expérience que j'ai eue au début du Covid. On a mis très très tôt en place l'enseignement à distance, et c'est vrai que les personnes qui sont venues nous remercier immédiatement, et c'était les personnes en situation de handicap qui nous disaient, nous, au lieu de 2 heures le matin pour venir à 8h30, enfin, c'est donc un handicap physique ou effectivement ou agoraphobie. Bien sûr, il y avait j'ai eu des témoignages qui étaient complètement dans le sens que vous dites. Alors maintenant, la question, en gros, moi, quand je réfléchis à est-ce que le cours peut ou doit être diffusé en direct ou enregistré, du côté pour, c'est à ces personnes-là que je pense, parce que c'est le témoignage que j'ai eu. Maintenant, il y a aussi plein d'autres raisons pour lesquelles c'est pas toujours une bonne idée pour d'autres gens ou pour une dynamique de classe ou de cours. Et donc c'est un vrai compromis à faire, mais je sais que du côté pour, c'est précisément ce groupe d'étudiants et d'étudiantes là, plus d'autres étudiants en situation de précarité aussi économique qui sont que j'ai en tête. Voilà. Monsieur Kessler, vous souhaitiez réagir? Oui, comment une approche de l'apéro, ça me permet d'être un peu polémique, mais peut-être aussi réaliste et factuel. Là, on parle de groupes de personnes avec des besoins très différents. Il y a une réalité de l'enseignement, du niveau universitaire, d'abstraction, de rythme, d'exigence en termes d'accumulation de matière. On peut être pour ou contre, mais pour l'instant, c'est la réalité. Donner un cours en FALC qui s'adresse alors à des personnes qui ont une déficience intellectuelle
et pas psychique, juste pour préciser ça, c'est hyper compliqué et vous n'obtenez pas en 45 minutes la même teneur qu'un cours débité par parisien ou pas, par un enseignant dans une forme de norme. Et ça repose la question, mais est-ce que tout le monde peut accéder à l'université ou doit réussir ses études ou doit avoir ce papier ou ses chances d'avoir ces papiers? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas ces personnes avec handicap visible ou pas qui sont à l'université? Mais parce que la pyramide fait qu'ils ont été sélectionnés aussi avant, parce que notre système scolaire, vaudois ou pas, d'école inclusive ou pas, fonctionne peut-être pas suffisamment bien. Je veux dire, on ne peut pas non plus attendre que toutes les études soient faites pour tout le monde. Maintenant, évidemment que le télétravail et l'enseignement à distance est bénéfique pour certaines personnes. Mais moi, par exemple, je déteste ça. Et je déteste donner des cours en bimodal où j'ai une moitié qui est là, une moitié par là. Bon, je déteste ça comme enseignant, mais je peux faire avec. OK, je peux faire avec, mais je ne peux pas donner une matière de physique théorique en FALC. Je suis désolé, ce n'est pas possible de faire de la physique quantique en FALC. Maintenant, on peut se reposer la question pour les HES, pour d'autres formes d'études ou d'apprentissage, de CFC ou autres, et on peut se poser la question dans toutes les hautes écoles. Est-ce que les danseurs à la HES, je crois, de Winterthur, est-ce qu'ils doivent avoir tous leurs 4 membres ou est-ce qu'on peut être un magnifique danseur sans avoir 2 bras ou 2 jambes? Est-ce qu'un médecin il doit forcément passer par un stage en chirurgie pour devenir un psychiatre et un excellent psychiatre, etc., etc. Donc il y a des freins partout, mais il faut être aussi un peu réaliste. On ne peut pas non plus tout faire pour tout le monde. Voilà, je le dis comme ça, j'espère qu'il n'y aura pas que ça qui aura été gardé, parce que c'est un peu plus complexe que la fin. Merci. Je crois qu'il y a encore une question au fond de la salle et une ici. Monsieur, là-bas au fond. Juste en passant le micro, je vais faire une petite page de pub parce qu'on a beaucoup discuté d'aménager l'enseignement. L'heure de la publicité. On a en projet le bureau d'égalité et le centre de soutien à l'enseignement pour une formation des enseignantes et enseignants à partir de la période post-doc pour toutes enseignantes et enseignants de pédagogie inclusive dans une vision assez holistique, pas seulement pour l'inclusion de personnes en situation de handicap, mais aussi pour tout le monde, toutes les thématiques qu'on a discutées aujourd'hui. Et là, on se base beaucoup sur une approche qui est le concept universel d'apprentissage, qui est beaucoup plus large. C'est pas adapté à chaque situation, c'est comment à la base on design, on conçoit son enseignement de la manière plus inclusive possible. Donc si jamais c'est le 25 et 28 août et les inscriptions sont ouvertes. Merci, c'était pas très long comme publicité, ça va. Je vais juste intervenir pour rebondir par rapport à ce que disait M. Kessler. Quand M. Kessler disait qu'on ne peut pas tout adapter pour tout le monde, je comprends tout à fait ce discours parce que c'est beaucoup de travail, notamment dans votre domaine à vous. Mais c'est vrai qu'il y a quand même encore beaucoup de progrès à faire. Moi, j'ai fait des études il y a maintenant 15 ans et je suis déficient visuel. Et pour pouvoir suivre mes études, j'ai dû faire mes études à distance. J'ai donc travaillé à distance et je travaillais à l'université de Paris 8 de Paris un master de psychologie, bref. Il n'y avait rien d'adapté pour moi, donc c'est moi qui ai pris l'initiative de faire mes études à distance. Et puis j'ai eu des soucis avec l'université, j'ai pas pu terminer mes études, ce qui fait que je me suis arrêté en master. C'est vrai qu'on peut pas tout faire pour tout le monde, mais je pense qu'il y a quand même une marge de progrès et qu'il y a des différents domaines dans lesquels on peut encore améliorer les choses, la distribution des cours et permettre à des étudiants d'avoir la possibilité, d'avoir leur chance, en fait. Parce qu'il y en a qui n'ont malheureusement pas la chance de faire des études universitaires alors qu'ils en auraient les capacités. Merci pour votre intervention. C'est vrai qu'on ne peut pas faire tout pour tout le monde, mais au vu de nos pays voisins, je crois qu'on a encore de la marge avant d'arriver à tout faire pour tout le monde. Une dernière question ou deuxième? Je ne sais pas, il y a encore d'autres questions? On a encore le temps? Je m'adresse aux organisateurs, oui. Oui, voilà, c'est pour le corps enseignant. Pour une personne en situation de handicap qui se fait hospitaliser sur le long terme, qui a des examens pendant son hospitalisation, comment l'université fait-il pour préserver sa scolarité?
en général, on peut s'inscrire, enfin, en tout cas, dans les enseignements que je donne, on peut s'inscrire à plusieurs sessions d'examen. Donc, s'il y a un décalage de 6 mois, on peut tout à fait prendre l'examen 6 mois plus tard. Après, si c'est des plus petites absences, on a une forme de flexibilité informelle qui n'a pas toujours besoin de passer par l'administration. Juste peut-être pour compléter, parce que moi j'identifie le grand enjeu aujourd'hui. Pour bachelor-master, ça va. Les aménagements sont assez intéressants et flexibles. Par contre, dès qu'on parle de post-grade, les MAS, les CAS, etc., là, ça devient beaucoup plus strict. Et j'ai eu des personnes, par exemple, même simplement le fait d'avoir accouché et puis avoir eu un enfant, elles ont perdu complètement leur formation CAS, payée très cher d'ailleurs. Donc voilà, donc il y a encore des aménagements à faire à notre niveau. Une autre intervention? Ah, nous avons beaucoup de succès à notre droite. Et Karine court beaucoup ce soir. Nos impressions ne sont pas légères. Bonsoir. Déjà, merci beaucoup pour l'organisation et la table ronde. Je me posais une question concernant un peu le débat entre universalisme et intersectionnalité. Je sais qu'on peut en parler longtemps, mais peut-être que vous auriez quelques mots à me dire pour répondre à des personnes qui sont dans une visée très universaliste sans penser l'intersectionnalité. Monsieur Chauvin, je pense, il faudra réagir. C'est vrai que de l'extérieur, on réduit parfois l'intersectionnalité à une sorte de promotion des différences ou de dire attention, vous êtes trop universaliste, il faut parler des particularités. Mais c'est pas du tout ça l'intersectionnalité. En réalité, c'est une critique d'un faux universalisme. C'est une dénonciation d'une fausse prétention à l'universalisme, d'une fausse prétention à l'universel, de discours et de politiques qui sont en réalité fondés sur les préoccupations ou les représentations associées à une toute petite, enfin en tout cas à une minorité, parfois en l'occurrence blanche en général, voilà. Et donc on peut tout à fait défendre l'idée que l'intersectionnalité c'est une critique universaliste, de prise en compte de toutes les différences, mais y compris de refus d'une hiérarchie entre l'universel et le particulier, et notamment le refus de l'idée qu'il y a des cas génériques et des cas spécifiques, puisque les cas génériques sont en général construits comme génériques précisément par ces processus de domination qui vont réduire au spécifique les autres cas. Donc il n'y a pas du tout d'anti-universalisme dans l'intersectionnalité. Par contre, il y a beaucoup d'abus de la rhétorique universaliste parmi les particularistes des dominants. Voilà. Une autre intervention, je crois qu'il y avait encore, mademoiselle Karine, c'est reparti. Je perds en dignité en cours. En fait, c'était surtout pour revenir sur la demande juste avant. Nous, on a effectivement eu plusieurs témoignages sur le manque de souplesse au niveau des aménagements, donc on en parlait juste avant. Mais c'est vrai qu'il y a un manque d'égalité au niveau des facultés. Vous parliez de la faculté de droit. Nous, on a expressément envoyé un mail à la faculté de droit qui nous a pas donné les réponses, parce qu'il y a des étudiants qui viennent vers nous demander... Donc déjà au niveau des facultés, il y a des fois c'est 4 semaines, parfois c'est 6 semaines avant de faire les demandes. La faculté de droit du coup ne nous a pas donné cette information. Mais du coup déjà à ce niveau-là il y a un problème d'égalité, mais aussi un manque de souplesse. Donc on a eu justement le cas de 2 témoignages de personnes qui ont vécu une maladie, qui n'ont pas pu suivre 2 fois de suite une session d'examen et qui ont du coup, je crois que c'était une situation d'échec, vu qu'elles avaient loupé 2 fois. Donc c'est quand même allé assez loin, alors que ces personnes étaient motivées à continuer leur cursus. Donc voilà, c'était juste pour dire qu'effectivement, au niveau des aménagements, je pense qu'il y a un peu d'efforts à faire. et voilà, merci. On peut le dire plus fort, il y a un peu d'efforts à faire, disons-le, c'est le lieu quand même aujourd'hui. Y a-t-il d'autres questions, des remarques ou interventions ? Ah oui. Elle n'a pas besoin de micro. Il n'y a pas besoin.
j'aimerais ajouter quelque chose suite à l'intervention de M. Kessler, faire une parenthèse. Une réflexion évidemment liée à la communauté sourde, où je disais tout à l'heure comment encourager les personnes sourdes à pouvoir faire des études et comment augmenter un peu le niveau tout en gardant le bon équilibre. Et ça, c'est une réflexion que l'on mène en regardant les modèles des pays voisins. Si on regarde un petit peu plus loin, aux États-Unis, il y a une université pour les personnes sourdes, l'université Gallaudet et Rochester. Ce sont deux universités. Et c'est vrai que l'Europe est vraiment tournée vers les États-Unis parce qu'il y a beaucoup de personnes sourdes qui peuvent avoir accès à l'université, ce qui n'est pas le cas en Europe. Et en fait, c'est lié à l'histoire précédente. Bon, là, on part peut-être dans un autre thème, mais c'est lié à l'histoire des différents pays. Et nous, on essaye de prendre des modèles, mais finalement, on se rend compte que l'histoire étant différente, il y a peu de personnes qui, finalement, ont accès à ça. Donc, on est allé regarder un petit peu moins loin. On est allé regarder en France. Et c'est vrai que finalement, les demandes, par exemple, lorsqu'on demande des interprètes, c'est assez cher de demander un interprète pour un étudiant. Donc, eux essayent de mettre plusieurs étudiants ensemble, sourds, pour le même nombre d'interprètes. On essaye de faire ça aussi à l'université de Genève. Mais voilà, c'est une grosse réflexion pour essayer de mener les personnes sourdes et qu'elles aient accès à cela aussi en Suisse. Mais voilà, le débat n'est pas encore terminé. Une dernière intervention, je pense. Madame, vous vouliez intervenir ? À condition qu'il n'y ait pas d'autres interventions et que je ne prenne pas le temps de quelqu'un d'autre. Je crois que vous êtes la dernière. Voilà, donc je vais simplement, j'ai beaucoup de questions, mais je vais pas prendre plus de temps. Je vais essayer de profiter de l'apéritif aussi pour poser des questions. Mais voilà, je voulais peut-être dire en conclusion, vous remercier d'avoir participé à cette table ronde, aussi bien les personnes invitées que les traductrices, et puis que les personnes présentes qui ont aussi contribué au débat. J'ai pris beaucoup d'idées. C'était vraiment une discussion très très riche. Nous avons entendu plein de choses. Nous avons entendu par exemple que le droit aide à légitimer. Moi, je pense que la position de la direction de l'UNIL peut aussi aider à légitimer. Donc, on va continuer à travailler dans ce sens-là. J'ai entendu aussi que beaucoup d'aménagements qu'on pense être pour une communauté qui peut être relativement petite peuvent profiter en réalité à beaucoup de monde. Donc ça, c'est aussi quelque chose à retenir, je pense. J'ai aussi entendu la difficulté de dire, d'expliquer, d'exprimer les besoins. Et puis d'un autre côté, la nécessité pour les enseignantes, les enseignants et pour la direction de connaître les besoins. Et donc de s'informer et donc comment réconcilier les deux, voire aussi travailler, je pense, du coup au canaux d'échange pour pouvoir mieux... je reviens à ce que j'ai dit en préambule, qui était de connaître pour pouvoir prendre les mesures adaptées et qui sont vraiment soutenantes. Donc voilà, ça c'est quelques points parmi lesquels quelques points que j'ai notés. J'en ai noté plein d'autres. Et puis je pense que je peux maintenant, s'il n'y a pas d'autres interventions, clore cet événement et puis vous inviter à continuer à discuter pendant l'apéritif. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci.